découvrir les échanges souvent mouvementés, opposés ou partisans dans la vidéo. Comédie. Lucas, beaucoup de respect pour toi, pour ton engagement. Mais voilà, tu vois pas, c'est pas, voilà, c'est, tu m'as compris. J'ai pas besoin de dire ça, d'en dire plus. Mais voilà là où je voulais m'arrêter. Pour moi, c'est pas un grand événement, quoi. C'est le bilan du PPACI. Voilà. Mais c'est un homme de conviction, c'est un homme compétent. Moi, de ce point de vue-là, je trouve pertinent qu'il puisse s'engager sur cette voie-là. Mais malheureusement, son leader ne s'est pas retiré, donc il ne va pas pouvoir faire grand-chose. C'est une candidature. Tapoter. Tu parles, André, tu es en train de pleurer, là. C'est une candidature de témoignage. Je ne pleure pas. Flavio. La politique, là, c'est pas les émotions. La politique, c'est pas les émotions, Flavio. Il faut te réveiller, tu dors. Il faut te réveiller. Ça me fait mal. Quand je t'entends parler, j'ai mal. Tapoter, les gars. Tu dis, moi, je suis en train de rêver. Thiam sera candidat en 2025, en octobre. Dans 3 mois, là, Thiam sera candidat. Tu dis, moi, je rêve. Parce que moi, je dis, Thiam ne sera pas candidat. Toi, tu me dis à moi que moi, je suis en train de rêver. Flavio. Faut faire pitié. Faut faire pardon. Toi, tu vois actuellement, là, Thiam qui n'est pas sur la liste électorale, là. Faut m'expliquer par quel moyen Thiam va devenir candidat en 2020. Mais attendez. Attends, tapotez le live d'abord. Un dialogue politique, simplement. Même dialogue politique ne peut pas rendre Thiam candidat. Oh. Attends. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui vous fatigue l'esprit. Même si on fait un dialogue politique aujourd'hui, Thiam ne peut pas être candidat. La liste électorale définitive, là, actuellement, même la CEI ne peut pas l'ouvrir. Même si le président Alassane Ouattara prend l'article 48, même l'article 49, même il prend tous les articles de la Côte d'Ivoire, personne ne peut ouvrir la liste électorale définitive. Personne. Retiens ça. Excuse-moi, mais ce n'est pas vrai. Attends, j'ai dit, la CEDEAO dit, pour des élections transparentes, la liste électorale ne doit pas être manipulée 3 mois avant les élections. Ça, c'est 1. De 2, pour pouvoir les réinscrire sur la liste électorale, il va falloir une RLE. Alors que si on commence la révision de la liste électorale, on va dépasser la date constitutionnelle des élections de 2025. Attends, on dirait que je ne me fais pas bien comprendre. S'il n'y a pas RLE, Thiam ne peut pas être candidat. Ouais, 6 mois là, c'est dans 6 mois. Je peux battre ton argument. Attends, je vais finir de donner toutes mes conditions. Si tu veux battre en brèche, tu vas battre en brèche. La CEDEAO dit 6 mois avant les élections, on ne doit pas toucher. Ça, c'est 1. Merci pour les 6 mois. Je pensais que c'était 3 mois. Je me souviens. C'est 6 mois. 2. Pour pouvoir faire une RLE là, il faut réorganiser la CEI. Pour faire RLE, pour mettre le nom de Thiam. Sinon, même Cuba, il ne peut pas ouvrir la liste électorale pour ajouter un nom actuellement. Il ne peut pas le faire. Ça, c'est 2. Troisièmement encore, même si le président Alassane veut, il prend tout à l'heure là, il prend une loi d'amnistie, il fait de Laurent Gbagbo, il amnistie Laurent Gbagbo, il amnistie Charles Goudé, il amnistie Soro Guillaume. Ils ne peuvent pas participer aux élections de 2025, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Quatrièmement, calmez-vous monsieur, j'ai dit et je répète, allez-y voir vos juristes qui sont au PDCI, allez-y voir vos juristes qui sont au PPACI. Quelle que soit l'ordonnance, soit le président de la République reporte les élections, et il ne va pas le faire, parce qu'il sait que s'il reporte les élections là, il tombe dans une inconstitutionnalité. Et donc, on peut faire une commission nationale de transition. Vous pensez qu'il est fou? Vous pensez que c'est de la rigolade? Les élections là, on s'en va aux élections comme ça. Tapotez le live là. Ceux qui ne sont pas sur la liste là, ils ne seront pas candidats. Ça fait 1 an, 9 mois que je vous le dis. Depuis que je vous ai abandonné dans votre combat inutile, grégaire, votre combat passé, dépassé. Thiam ne peut pas être candidat. Et
Si tu as mes candidats là, nous on se retire et puis on le suit. Tu ne peux pas être candidat. Je ne sais pas ce qu'il peut vous donner de plus. Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat. Et ce n'est pas à vous seulement que je parle. Mais s'ils ne sont pas candidats, c'est qu'il n'y a pas élection. Moi, je Marie-Jeanne, attends. Oui, Marie-Jeanne, attendez. On va arriver là-bas bientôt. On va arriver là-bas bientôt. Le problème, c'est que quand je dis ça là, quand je dis qu'ils ne seront pas candidats, je complète pour dire qu'ils ne seront pas candidats. Et puis il y aura élection. Et puis le gagnant là, il va gouverner et puis il n'y aura rien. C'est une prophétie que je vous annonce. Et on va se retrouver de la même manière. De la même manière. Attends, Marie-Jeanne, attends. On va arriver sur toi. T'inquiète, tout le monde va avoir son temps de parole. J'ai dit, écoutez-moi très bien. Mettez ça dans vos oreilles. J'ai dit, il y aura élection. De la manière, je vous ai dit, Awa Domelo sera candidat là. Parce que Awa Domelo là, il sait qu'il y aura élection. Et il sait que s'il ne va pas aux élections là, celui qui va gagner, il va gouverner la Côte d'Ivoire. Et puis il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Vous ne connaissez pas. Vous vous référez aux crises. Parce que si vous référez aux crises de 2020 là, c'est que vous n'en savez rien. Les crises qui ont plus perturbé la Côte d'Ivoire, c'est 2002 et 2010. Ceux qui ont fait ces crises là, ils ne sont plus dedans. Vous connaissez qui? Vous connaissez qui? Vous connaissez qui pour aller chercher le président Alassane Ouattara pour l'enlever? Vous connaissez qui? Vous rêvez ou quoi? Vous rêvez debout. Même Laurent Gbagbo en 2000, Laurent Gbagbo n'avait pas d'armée. Attends, il a fait monter, on va monter à 1000 tout à l'heure parce que mes gars arrivent. J'ai dit, même Laurent Gbagbo en 2000 là, 2000, il venait d'arriver. 2001, 2002, il a fait 2 ans de pouvoir, même pas bon 2 ans. L'armée n'avait pas d'armes. Les militaires n'avaient pas de munitions. Ils n'ont pas pu enlever Gbagbo au pouvoir par les armes. Ça ne vous dit rien. Alassane Ouattara au pouvoir. Le président Alassane Ouattara, il est au pouvoir depuis 2011. Nous sommes en 2025. Ça fait 14 ans. L'armée, budget de l'armée, près de 2000 milliards par an. Avec ce qu'ils ont là. Vous avez défilé militaire, j'habite à côté de Akoedo. Les parachutistes là, ils sont en train de tomber comme fouillis maintenant. Demandez à ceux qui habitent vers Akoedo. Je suis à la Palmeraie derrière ici. Les parachutistes, moi je les vois, mais je fuis, je rentre dans ma maison. Je fuis, ils sont en train de faire entraînement pour le 7 août. Regardez les avions qui décollent là. Vous amusez quoi? C'est de la rigolade. Qui va faire quoi? Vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous rêvez mais que vous allez faire? Je vais vous dire quelque chose et puis je vais chuter. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui est là. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui est là. Même si le Mali, le Burkina, le Niger vous soutient pour venir attaquer la Côte d'Ivoire, il ne peut pas enlever Alassane Ouattara au pouvoir. Écoutez très bien. Parce que vous ne comprenez pas. Vous-même là, complétez le Burkina dessus. Complétez le Mali, complétez le Niger. Il ne peut pas enlever Ouattara au pouvoir. Et puis ils ne vont même pas dépasser 2 villes de la Côte d'Ivoire. Ils vont se retourner. Ils ne vont même pas dépasser 2 villes en Côte d'Ivoire. Ils vont se retourner. Personne ne va les chasser. Eux-mêmes, ils vont se retourner. Vous ne connaissez pas celui qui est au pouvoir là. Hein? Allez-y, écoutez la vidéo de Soulé. Ce n'est pas un plaisantin. Hein? Il n'est pas là pour la plaisanter. Il y a une motion là, pardon. Non, attends, je vais faire monter un peu. Là, si je te fais monter la température, tu vois, les gens viennent. Calme-toi. Tu vas parler. Celui qui est au pouvoir là. Celui qui est au pouvoir actuellement là. Il n'est pas venu s'amuser avec le pouvoir. Hein? C'est quelqu'un qui est sérieux. Et puis, il est rigoureux. La sécurité là. Il a tout mis dans la sécurité. La dernière fois, j'ai dit, nous sommes en sécurité en Côte d'Ivoire. Il y a un de mes oncles qui m'a appelé pour me demander si je suis en sécurité. Il dit oui, je suis en sécurité. Il dit, tu es sûr? Il dit oui. Il dit, ok, sinon que moi, je ne suis pas en sécurité. Tu n'es pas en sécurité, mais tu as envie, non? Il dit oui. Il dit, depuis que tu es revenu en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu te balades tranquillement. Même en France, là, les gens cassent les yeux sur Jean-Luc Mélenchon. On casse les yeux sur Nicolas Sarkozy. Toi-même, eux, on ne casse pas. Même Farine, on ne t'enfarine pas. Tu es en Côte d'Ivoire, tu viens à l'aide, tu te promènes. Tu es assis devant chez toi, il n'y a personne. Il n'y a pas un gars de côté, tu es assis devant chez toi. Personne ne te fait quelque chose, ça ne te dit rien. Il faut reconnaître quand même. Même si tu es mauvais, comment il faut reconnaître le bienfait de ce monsieur Alassane Ouattara. C'est pas que c'est de la méchanceté. Sous Laurent Gbagbo, on n'était pas en sécurité comme ça. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Sinon, sous Gbagbo, là, on n'était pas en sécurité comme ça. De la manière dont on est en sécurité actuellement en Côte d'Ivoire, sous Gbagbo, il n'y avait pas la sécurité comme ça. Je sais de quoi je vous parle. Des individus sont quittés dans leur pays, sont venus piller nos magasins. Ils ont tout volé, ils ont tout pris. Il n'y a personne pour nous protéger. Ils ont fait ça en 2002, ils ont fait ça en 2011.
De quoi vous parlez? Pendant ces 2 périodes, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils ne faisaient pas? Les enlèvements, partout, par-ci, par-là, les hommes politiques, les ministres qui sont éliminés. En Côte d'Ivoire, actuellement, vous pensez qu'un ministre, on peut toucher les cheveux d'un ministre? En plus, ministre de la Sécurité, ministre de la Défense, c'est un rêve ou bien? Vous rêvez? Allez-y toucher les cheveux d'un ministre en Côte d'Ivoire actuellement. Si vous pouvez. Pour dire que vous avez quitté le ministre, même député, allez-y toucher les cheveux d'un député. Depuis la vous avez entendu un député, ils ont fait quelque chose à un député, mais vous vous amusez. Moi, je vais vous dire pour chuter, parce que j'ai fait monter la température, c'est bon, tapoter. Allons-y à 100 000 cas, s'il vous plaît. Je vais vous dire, sortez un peu de vos rêves. Flavio, tu rêves trop. La politique, là, c'est pas dans la bouche, c'est sur le terrain. Alassane Ouattara, là, que vous le voulez ou non, c'est l'un des meilleurs présidents que la Côte d'Ivoire ait connu. Parce que la sécurité qu'on a sur lui, c'était à peu près la même sécurité qu'on avait sous Houphouët-Boigny. Et ça là, vous voulez, vous ne voulez pas, il faut le reconnaître. Quand tu es honnête dans ta vie là, Dieu te bénit. Il faut reconnaître le niveau actuellement où il a envoyé la Côte d'Ivoire là. Il n'y a pas un président qui l'a fait. Et puis quand il va laisser son pouvoir là, il ne va pas laisser la dette que Houphouët nous a laissée. Parce que c'est Houphouët, il s'est endetté en dollars. C'est ce qui nous a plongé. C'est ça qui nous a mis en récession. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas en récession. Les bailleurs de fonds sont prêts pour nous financer. Et puis l'économie, et puis chaque année, le budget augmente. Les bailleurs de fonds viennent. Et puis les chantiers continuent. Mais si vous n'êtes pas méchant là, et si vous ne pouvez pas reconnaître à ce monsieur ce qu'il est en train de faire, mais c'est pas parce que comment c'est son nom qui vous énerve ou bien c'est son prénom, je ne comprends pas. Donc, mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Voilà. Bon, donc Flavio, je donne 2 minutes. Et puis il a donné 5 minutes à chacun pour s'exprimer. Merci. Ok, bon, moi, Les gars, on continue de taper à lance à 100 000 cas, s'il vous plaît. Ok. Moi, l'argument qui consiste à dire que on peut pas réintégrer le président Thiam et le président Gbagbo là, pour moi, ça ne tient pas. La CI fonctionne sur 2 pieds, le code électoral et les accords politiques. En cas d'accord politique, la CI va exécuter. Donc, pour moi, dire que c'est pas possible, pour moi, ce n'est pas vrai. Voilà. Si aujourd'hui le gouvernement accepte le dialogue politique et qu'il y a une décision qui est arrêtée, une décision politique, la CEI va s'exécuter. Elle va me remettre le nom de ces leaders-là sur la liste électorale et ils iront aux élections. Tranquillement. Donc vraiment, ce blocage institutionnel-là, ça n'existe pas. Il faut arrêter de raconter des carabistouilles aux Ivoiriens par rapport à ça. Ça, c'est le premier point que je voulais dire. Maintenant, j'ai entendu parler de la dette, mon type. Mais le président Alassane Ouattara a endetté la Côte d'Ivoire comme personne avant lui. Comme personne avant lui. Notre dette est passée autour de 3 000 milliards à aujourd'hui projeté fin 2025 à 34 000 milliards. 34 000 milliards là, moi j'ai fait un peu les calculs. C'est le 4e pont, c'est le stade Ebempe, tous les stades, San Pedro, Ebempe, Yamoussoukro, tous les stades, elle est une rénovation. Plus l'autoroute, la portion Yakro-Boaké, plus les universités qui ont été construites là, tout ça là, tu rassembles tout ça là, tu calcules là, ça vaut même pas 3% du montant que le président Alassane Ouattara a pris en termes de dette pour l'État de Côte d'Ivoire. Donc tu racontes quoi? En fait, tu racontes quoi? Personne n'a autant endetté la Côte d'Ivoire que le président Alassane Ouattara. Il dit de 3 000 à 34 000 milliards. Je ne sais pas si tu vois les chiffres. Et amuse-toi à faire des calculs. Prends le coût des CHR. Ou le CHR, par exemple, qui a été construit derrière Bassam, là, j'oublie le nom de la ville très souvent, ça a coûté 40 000 milliards. Et 40 milliards. Faut diviser 40 milliards par 34 000 milliards. Tu vas voir combien de CHR tu peux construire. Non, deux fois vraiment, quand on vous entend, on se demande, mais on se demande comment vous faites quoi. Comment vous faites pour dire que non, le président Alassane Ouattara n'a pas endetté la Côte d'Ivoire. Il a endetté la Côte d'Ivoire, mais à un niveau jamais vu. Jamais vu. Et en cas de gros choc là, je me demande si la Côte d'Ivoire va résister. Pour l'instant, comme on a une relative paix, malgré l'insécurité qui est aux portes de notre nation, eh ben, il n'y a pas de souci. Mais en cas de choc extérieur comme une pandémie encore, mais est-ce que l'économie ivoirienne va tenir? On ne sait pas. On n'en sait rien.
Donc, pour l'instant, vraiment, dire que la Côte d'Ivoire n'a pas été endettée sous le président Ouattara. Merci. Comment tu fais? Merci beaucoup, Flavio. Merci. On revient à toi tout à l'heure. On a pris un opposant, on va prendre un parti au pouvoir, après on revient sur Wada. Wada, toi, tu es GPS, non? Wada est GPS. Oui, je sais que Wada est GPS. Donc, Diaz Piment, tu réponds. Ah, c'est moi, j'ai pas bien le Diaz Piment. C'est Diaz Piment. On va prendre un RHDP et puis un opposant. Diaz Piment, vas-y pour tes 5 minutes. Est-ce que Diaz Piment, si tu n'es pas là, on va donner à Fils du Nord. Ah, Diaz, tu es là, vas-y. Monsieur Bonin, sois salué. Merci beaucoup pour ton intervention. Beaucoup de courage dans ta démarche. Que Dieu te fortifie également. Voilà, je tiens d'abord à souligner cet état de fait. Et j'ai vu que monsieur Awa Domelo souhaite être candidat, mais il est très intelligent. Il voit ce qui va se passer à l'horizon. Il sait très bien que le président Gbagbo ne sera pas candidat. Quel que soit l'aide d'Agbachi, Gbagbo ne sera pas candidat. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà miser sa candidature. Parce que l'élection qui arrive dans 3 mois là, Gbagbo ne sera pas candidat. Monsieur Thiam ne sera pas candidat. Bleu Goudé sait également qu'il ne sera pas candidat. Il le sait. Donc, les 3 le savent. On ne sait pas pourquoi les gens viennent dire des choses. Donc, monsieur Domelo, vraiment, soyez salués. Soyez salués pour que certains gars comprennent également que, en dehors du président Gbagbo, il y a au moins quelqu'un qui peut porter le flambeau. Donc, sois salué. Entre dans la République, tu vas battre campagne également, on ne sait jamais. Maintenant, mon frère Flavio a parlé de la dette. Il dit non, quand il fait le calcul de tout, ça ne vaut pas 3%. Mais tu as oublié de mettre le BRT. Le BRT uniquement fait 229 milliards. Tu as oublié ça? Tu as oublié de mettre le métro. Le métro seul fait plus de 1000 milliards. 1000 milliards de francs CFA. Tu as oublié le métro? Ou même tu ne sais pas que le métro est en cours de construction? Mais tu as oublié également le lycée, le lycée professionnel. Plus de 8 lycées professionnels dans tout le pays. Tu as oublié les marchés gros, les marchés de gros. Le marché, par exemple, le plus grand marché de Boaké en construction à Boaké. Tu as oublié ça? Tu as oublié le port sec? Tu as oublié ça? Tu as oublié l'ouverture du canal de Vridi? Le canal de Vridi, là, l'ouverture, là. C'est le président Ouattara qui a fait ça avec l'argent de la dette. Mais au-delà de ça, tu n'as pas aussi mis cette histoire d'agrandissement de notre port, le port d'Abidjan, qui a été agrandi. Mais c'est avec l'argent de la dette. Ça coûtait 700 milliards pour faire les travaux. 700 milliards. Donc, quand tu cites quelques petits travaux là et tu dis non que ça vaut pas 3% en bon, qui t'a dit ça? Tu as oublié l'installation de toutes les caméras de surveillance partout en Côte d'Ivoire. Mais l'argent est quitté où? Tu as oublié aussi l'extension du réseau électrique. Tu as oublié également comment on appelle là, le barrage de Soubré. Ça a coûté plus de 254 milliards. Tu as oublié ça? Tu as cité les petits détails et tu dis non que ça ne vaut pas 3% en bon. Voilà, donc au-delà même de ça, il fallait que je complète le registre pour que tu saches. Mais il faut aussi comprendre que une partie de cet argent a permis à rééquiper notre armée. Donc quand tu vois aujourd'hui l'armée très bien équipée, très bien habillée, avec une armée professionnelle, comme mon frère Lucas a dit, concernant les avions et autres, il faut aussi mettre à l'esprit que cet argent-là, une partie a servi à mieux nous réorganiser, à acheter des bus. Les bus aussi, monsieur Flavio, il faut comprendre que les bus, on a pris un peu d'argent pour prendre des bus. Faut pas oublier également que nous avons acheté des bus. Voilà. Donc, faut pas venir prendre quelques petits travaux et puis dire non que ça vaut pas 3%. Non. C'est pas comme ça on fait les calculs. Maintenant, je dis et je répète encore une fois, élection de 2025 là, les candidats déclarés, monsieur Lucas, il est déjà candidat. Il est candidat. Le candidat Awa Domelo, il est là. Maintenant, Assalé également. Et puis, le président Ouattara sera candidat. Maintenant, il y a Simone Gbagbo également. Donc, ceux qui ne sont pas sur la liste électorale ne seront pas candidats. Malheureusement, ils seront obligés d'attendre en 2030. En 2030, M. Thiam sera candidat.
et puis on va lutter, il va lutter le pouvoir avec les nouveaux jeunes. Donc en 2030, M. Thiam sera candidat. Maintenant, ceux qui estiment qu'il n'aura pas d'élection, mais vous rêvez debout. Vous rêvez debout. Parce que l'élection, il en aura. Peut-être qu'il n'aura pas d'élection dans quelques zones où dirigées par M. Thiam, mais dans toute la Côte d'Ivoire, il aura élection. Élection là, il aura élection parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de vraiment de boycotter, de courir par-ci, de courir par-là pour les hommes politiques. À un moment donné là, vous devez vous mettre un peu à la place des gens qui veulent vraiment aller à la paix. Comme un de vos confrères a dit, on doit mettre un à côté. En attendant, à côté, vous l'avez arraché le micro. Vous n'avez pas voulu entendre à côté. Vous n'avez pas voulu entendre à côté. Vous avez arraché le micro. Donc, ça va vous rattraper d'ici octobre. Donc, ceux qui espèrent, ou bien qui espèrent attendre amnistie dans 2 mois avant les élections, ou bien 1 mois avant les élections, mais vous foutez le doigt dans l'œil. Et il faut arrêter de prendre le cas des exemples du Sénégal. Le Sénégal n'a pas eu besoin d'amnistie. Pour que Ousmane Sonko soit déclaré candidat, il n'y a pas eu d'amnistie. C'est à la dernière minute que Diomaye Faye a présenté son ami. Son ami était éligible. Sinon, Ousmane Sonko, sa candidature a été rejetée. Il n'avait pas d'autre choix que de présenter un autre gars. Donc voilà pourquoi il est sorti d'un dos. Voilà, vous aussi sortez d'un dos, présentez quelqu'un d'autre. Non, c'est Thiam on veut, c'est Gbagbo on veut, c'est Blé on veut. Ok. Donc on va voir ce que ça va donner d'ici 3 mois. Nous on est là, on est assis par terre, on vous regarde. Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup, Jess. Jess, tu es méchant, hein? Ok, on y va, Wada. Vas-y. Les gars, on tapote. Allons à 100K rapidement. On est près de 1000 personnes. Allons à 100K, tapoter rapidement. Allons à 100K. Les enfants d'ado, là. Les enfants d'ado. Les alassanistes. Il y a les oufoutistes. Non, pas oufoutistes. Hein. Nous, on est alassanistes. Les alassanistes à tapoter, envoyer les cadeaux. Tapoter, envoyer les cadeaux, envoyer Lyon. Aïe, donc tu savais pas ça? Ah, Lucas. Ah, il y a longtemps, tu as oublié les réseaux. Nous, on est alassanistes. Nous, c'est Alassane Ouattara, on connaît. Lucas. Nous, là, c'est Oufou, ils connaissent. Nous, c'est Alassane Ouattara, on connaît. Oh. Ah, Lucas. Oufou, elle était de gauche ou bien elle était de droite? Oufou Boari. Oufou Boari, il était un communiste, après il est devenu de droite. Ah, d'accord. Donc, il a quitté gauche, le parti de droite. Donc, ceux qui sont Oufou, ils sont de gauche ou bien ils sont à droite? Ah, ils sont à droite. Ah, ok. Celui qui demande si il est candidat, là. En 2010, là, Gbagbo, mais il était oufouiste. Deuxième tour, il dit lui, il est oufouiste, mais il est candidat. Il n'a jamais dit ça. Simplement, il n'a jamais dit ça. Arrête ça. Il n'a jamais dit ça. Ferme ton micro d'abord, ferme ton micro d'abord, ferme ton micro. J'ai dit, les sachants, là, ils ont, et tous, ils ont vu 2 secondes tour où Bédi a dit voter pour Ouattara, là. Gbagbo s'est promené pour dire lui il est plus oufouiste que les autres, que c'est lui qui a réhabilité la maison d'Oufou à Yamoussoukro. Toi tu n'as même pas, c'est pour ça qu'il dit vous n'avez pas suivi les élections, vous êtes des enfants. Toi tu n'as pas suivi l'élection. Il a dit que lui il est oufouiste. Tu connais rien. Nous là, moi je suis alassaniste. Parler d'enfant, il n'a pas parlé de fouetiste. Ok, il dit il est oufouiste. Oh, tu dis quoi même? Tu parles de quoi même? C'est pour ça qu'on dit que tu es un enfant, tu as 12 ans là. Ah. Wada, désolé, vas-y. Ok, vas-y. Après. Vas-y, Wada. Ok. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à Lucas, Flavio, tous ceux qui sont sur le panel et aussi ceux qui écoutent en bas. Vraiment, je vous souhaite une excellente soirée. Veuillez bien vouloir tapoter, partager afin que notre frère leader qui nous offre ce bel espace d'échange puisse atteindre ses objectifs. Alors, moi, avant tout propos, vraiment, je voudrais, étant un militant du GPS, prendre 30 secondes pour dire toutes mes félicitations au frère Lucas. Franchement, toute mon admiration, toute ma grande sympathie pour ton courage, ton abnégation, ton sens de la vision, parce que là, à travers toi, tu as ouvert une lucarne pour toute la jeunesse. Et moi, franchement, j'ai été très ébouriffé, même très émoustillé de voir un jeune qui prend son courage des 2 mains, quitter ici la France et aller vraiment porter sa candidature pour le bien-être du peuple ivoirien. Quel que soit quoi, moi, un tel courage, je ne pourrais jamais l'avoir. Donc, je dis pas, mais vraiment,
tu as fait un geste, tu as ouvert vraiment la politique aux Ivoiriens, aux jeunes Ivoiriens. Et moi, tu as toutes mes félicitations. Je sais que voilà, moi, je te vois pas comme président, clairement, parce que je vois, moi, mon leader, qui est vraiment eux qui ont une carapace, vraiment. Mais tu as ouvert vraiment, la brèche que tu as ouverte, j'espère que ça t'apportera vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de chance dans ton parcours politique et que ton apprentissage ira crescendo afin qu'un jour tu puisses vraiment, voilà, pas forcément président, mais vraiment porter cette voix pour toute la jeunesse. Vraiment bon courage et pour ta suite. Bravo encore. Alors, quand je dis ça, merci. voilà. Je te rajoute 1 minute. Non, mais sincèrement, tu as vraiment ton acte, tu as posé un très bel acte. Ça, je le dis. Hein. Voilà. Moi, j'ai vu l'information aujourd'hui. Je suis encore dubitatif, hein, c'est-à-dire je doute encore de la véracité. On dit, après, quand je suis parti, moi, d'aller voir Jeune Afrique. Effectivement, j'ai été sur Jeune Afrique, j'ai vu. Maintenant, qu'est-ce que ça m'inspire? Ça m'inspire un peu quand bien même c'est pas mon parti, mais ça m'inspire une grande désolation, une grande tristesse quand même. Et parce que là, je vois le combat est en train d'être biaisé. Nous, on a à quelques jours d'une grande manifestation à Paris où, voilà, je sais que j'ai pas le droit ici de faire la publicité de notre rassemblement, mais bon, on est dans une plateforme citoyenne dans laquelle le leader même c'est le président Gbagbo. Vous êtes dans le même parti. Je pense que ces gens de discussion, on ne devait pas faire la publicité d'une telle candidature. Vous savez, en une élection, comme le frère Lucas a dit, il y a beaucoup de paramètres. Et vous savez, il y a la psychologie des électeurs, il y a tout un ensemble de choses qu'il faut voir. Voilà, il y a tout un ensemble de choses. Voilà, parce qu'à un moment, tu entends parler, tu te dis, par exemple, parfois, je suis populaire sur les réseaux sociaux, alors que ça n'a rien à voir avec une élection, c'est un rendez-vous concret entre un homme et un peuple. Ça, je le dis tout le temps. Les partis ont beau être sur le terrain, sur quelqu'un qui incarne déjà la fonction. Ça, il y a l'incarnation. Je dis pas que le... Jeune leader, comme toi, tu es à la maison, laisse ta place à Bloco, s'il te plaît. Après, tu remontes. Jeune leader, c'est ta maison. Ok, vas-y. Voilà. Donc, je dis pas que monsieur Don Milo n'a pas la carrure ni la prestance. Il a tout. Il remplit les conditions. Maintenant, on sait que dans la politique ivoirienne est guidée par des leaders, les gars qui sont des mastodontes de la politique ivoirienne. Et pour atteindre l'objectif final qui est la présidente de la République, il faut vraiment l'onction ou bien le parrainage de ces mastodontes. C'est vrai, mais quand à quelques jours d'une telle marche, où l'opposition est en train de tout faire pour quand même obtenir un dialogue pour la suite des événements. Voilà, tu dois t'inscrire dans cette dynamique. Maintenant, si vraiment tu sors, mais moi, je suis pas militant du PPAC, mais j'imagine, j'étais allé sur un panel comme ça, j'ai essayé d'échanger avec eux. Mais bon, je sens que l'amertume, certains essaient de dissimuler ça, et il y a d'autres qui sont vraiment dessus. Et maintenant, ça crée le dégoût, ça crée quand même l'émiettement des voix de l'opposition. Et tout ça, c'est extrêmement dangereux. Même s'il y a un plan B qui est en action. Voilà, on sait, parce que moi, j'ai dit tout le temps, hein, les responsables politiques, ce qui se passe en interne là-bas, nous, on le sait pas. Ils vont pas mettre tout ce les plans à la face du monde. Maintenant, il reste une voie que nous, qui sommes simplement les simples militants et autres, qu'on doit suivre. C'est-à-dire, on dit, écoutez, lui, c'est notre leader, on ne bouge absolument pas. Et quand c'est comme ça galvanise les militants, dit, vraiment, je suis quelqu'un qui est constant. Voilà. Et puis, il y a eu beaucoup de problèmes. Regardez ce qui s'est passé au PDCI. Moi, Bion, c'est quelqu'un moi, je le trouve pas mauvais, hein, mais c'est parce que pour moi, il n'a pas su se prendre face à Thiam, sinon aujourd'hui, il serait là. Maintenant, même je vous jure qu'il y a des bulletins de PDCI, même si il est candidat indépendant, qui vont refuser de voter pour lui parce qu'ils vont le voir comme un traître. Mais moi, je crains que ce soit la même chose pour monsieur Don. Alors que Don Milo, c'est un homme qui est ultra expérimenté. Mais la politique ivoirienne, c'est des personnages, c'est des personnes qui incarnent une responsabilité, mais hors norme. Le président Gbagbo, mais c'est le père de la démocratie, c'est Laurent Gbagbo, celui qui a défié toute une communauté internationale, celui même qui a vraiment, je veux dire, c'est l'homme politique peut-être le plus aimé en Côte d'Ivoire. Donc maintenant, tu as besoin de sa bénédiction pour partir à une élection. Maintenant, quand tu sors comme ça, tu fais une déclaration, j'imagine ceux qui sont les Gors, qu'est-ce qu'ils vont passer de ça? Maintenant, il y a ce paramètre aussi, même comme au RHDP ou dans n'importe quel parti politique. Vraiment, moi, je juge ça, j'espère que c'est un gros pavé dans la mare.
Bon, je sais pas, c'est pas mon parti dont j'ai peur, mais moi, ça m'a inquiété. Ça m'a inquiété parce que je trouve pour le moment, c'est pas ce dont on a besoin aujourd'hui. On a besoin d'une union. On a besoin de mutualiser nos forces afin qu'on puisse atteindre une certaine osmose pour un bloc fixe, pour un minimum établi, quand même un minimum de rapports de force. C'est-à-dire, il faut pas qu'on voit que non, l'opposition dans sa diversité comment on appelle ça, est divisée. Il y a le CAPSI qui est là. Et moi, je fais attention. C'est pourquoi la rencontre, le CAPSI avec les autorités ivoiriennes, les responsables du RHDP, moi, je fais attention de critiquer l'opposition parce que on a 3 mois. Et 3 mois, quoi qu'il en soit, le frère Lucas a dit une phrase, le temps là, c'est à l'avantage du parti au pouvoir. Ça, il faut le dire. Donc, tout ce qu'on peut nous faire pour nous mettre dans une bonne dynamique, dans une direction commune, avec pas de déviation, c'est tout bénef. Maintenant, moi, franchement, ça m'a un peu dégoûté de voir une telle information. Bon, jusqu'à présent, hein, moi, je reste un peu sceptique. Jusqu'à présent, hein, parce que tant que je le coûte pas, mais bon, moi, il y a d'autres qui disent que non, comme Flavio a dit, c'est 1%. Flavio, c'est la politique. Et la pire en politique, c'est de minimiser quelqu'un. C'est pourquoi, quand j'écoutais, Lucas tout à l'heure qui dit qu'il va gagner. Mais c'est ça la politique. On ne va pas en politique pour perdre. Tu le dis, même quand bien même tu sais que peut-être tu vas perdre, mais tu vas venir t'arrêter devant les militants. Non, mais je sais que là, lui, il est plus fort que moi. Non. Tu montes à force parce que ceux qui te suivent vont dire, écoutez, je suis quelqu'un qui est fort. Donc, nous, c'est ce courage-là qui nous a caractérisé toujours en suivant le président Guillaume Soro. Parce que Merci, Wada. Merci. Je dis un mot sur mon président. Merci. En tout cas, merci, hein, Lucas. Et bon courage. Vraiment, tu es courageux, sincèrement. Merci. Papa, dans 5 étoiles, tu es 3 étoiles, tu es RLDP, non? Si je me souviens bien. Oui, effectivement. Ok, vas-y, c'est ton temps de parole. Ok. Merci, Lucas. Bonsoir à tous. J'aimerais dire que, d'un premier abord, quand j'ai eu l'information, je me suis dit que, oh là là, mais il fait un peu tard pour se lancer. Parce que là, on est à 3 mois. Se lancer maintenant, là, c'est un peu tard. Mais j'ai pris un peu de recul et puis finalement, j'ai dit que c'est le bon timing. C'est le bon timing parce que je ne pense pas qu'il parte aujourd'hui pour gagner en 2025. Mais il part aujourd'hui pour prendre une option sur 2030. Parce que mine de rien, en 2030, on va beau faire, ça sera difficile pour les anciens là de se représenter encore. Ce qui veut dire que la bataille déjà est ouverte. Vous voyez comment déjà le président de l'Assemblée nationale se positionne au RHDP. Voilà, c'est pour dire que la bataille pour 2030 s'annonce. Et chacun, excusez-moi, chacun est en train de fournir un peu ses armes, et de fournir ses armes un peu pour se préparer pour cette échéance-là. Et par rapport à ça, je pense qu'il est sorti maintenant parce que forcément, vous savez comment le PPAC va réagir. Hein. Il y a des gens qui vont sortir, ils vont essayer de le déchiqueter, de le déshabiller, de le salir. Mais ça leur donne pas le temps. Ça leur donne pas le temps de le salir à souhait jusqu'au moment de l'élection. Parce que dans peu de temps, le débat sera pas Don Melo, qui il a fait quoi. Le débat sera l'élection. On est candidat ou on n'est pas candidat. Ce sera ça la question. Donc, le sali, là, ça va faire 2 ou 3 jours, une semaine, mais le débat de fond va ressurgir. Et puis, tout le monde va commencer à considérer, est-ce qu'on y va avec Don Melo ou bien on s'assoit avec ceux qui ne veulent pas faire les élections. Donc, je pense que c'est un bon timing. Il va essayer. Je ne sais pas s'il pourra avoir ses parrainages. Je ne sais pas s'il s'est organisé pour ses parrainages, mais apparemment, il a des soutiens. Donc, ça doit être une affaire mûrement réfléchie et ça doit être un timing bien choisi. Et quand il va y aller, quel que soit le score qu'il va faire, déjà, il s'est mis dans une posture de présidentiable. Et ça, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Faire une campagne électorale, rencontrer des gens, susciter une, comment on dit ça, une dynamique, c'est pas mal, c'est pas mauvais. Demain, à l'intérieur du parti, ça sera difficile pour les autres cadres qui n'ont pas su s'affirmer, qui ne se sont pas lancés de venir le concurrencer. Vraiment, ça sera difficile pour eux. À moins que, voilà, ils ne créent des divisions encore où il y en a qui vont partir, faire leur propre parti. Mais déjà, ils se donnent une certaine stature. Ça, c'est très important. À côté de ça, l'analyse que j'aimerais faire, c'est que ça va forcément faire grincer les dents de ceux qui veulent le conflit, ceux qui ne veulent pas la compétition,
ceux qui veulent qu'on s'affronte dans les rues, parce que eux, c'est ce qui les arrange. Voilà, eux, ils vont grincer des dents parce que ça les arrange pas, ça ne fait pas leur affaire. Ce que eux, ils veulent, c'est que tout le monde s'asseye, on va pas aux élections, et puis on va dans la rue pour se battre. C'est ça qu'ils veulent. Donc, quand ils entendent quelqu'un s'apprête pour aller aux élections comme ça, ils ont mal à la tête. Ils ont mal à la tête. Ça ne leur plaît pas. Et vraiment, c'est la deuxième raison pour laquelle je suis satisfait de son annonce, parce que ça affaiblit le camp de la bagarre et ça renforce le camp de la paix, ça renforce le camp de la démocratie. Il faut qu'on se confronte dans les idées. On dit c'est quelqu'un de brillant, on ne le connaît pas. Il va venir, il va nous faire voir ce qu'il a dans la tête, il va nous faire voir les projets qu'il a pour le pays. C'est un ingénieur. Aujourd'hui, quels sont les défis auxquels le pays est confronté. Donc, il va venir nous proposer ces solutions et puis on va voir. On va voir. Donc, vraiment, c'est une bonne chose. Après tout, le président Gbagbo, quand il s'est présenté en 90, c'était pas pour gagner face à Oufoué, mais c'était pour se donner cette statue-là. Et il s'était décidé au dernier moment, parce que lui et puis ses camarades de la gauche, ils avaient décidé de boycotter. Mais lui, au dernier moment, il est quitté derrière eux et puis il est venu se présenter. Et je pense que c'est à peu près le même schéma que M. Awadon Melo est en train de suivre. Il va se donner une certaine statue et puis il va miser sur 2030 pour pouvoir revenir plus fort. Donc, voici ce que j'aimerais analyser un peu sur les choses. J'ai pas le temps pour revenir sur ceux qui ont tiré sur le président Ouattara. Et puis, c'est pas la question. Donc, je préfère rester dans le sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Amarigine, vas-y pour ton temps. Après, ça sera fils du noble. Fils du noble. Amarigine. Moi, tu m'as sauté, Ok, mais c'est pas merci grave. beaucoup. Là, Circo, toi, tu es là. Tu es à côté de moi. Reste tranquille. Ok, bon, merci. Moi, d'abord, parce que j'ai entendu certaines choses, il faut que je dise que vraiment, il faut vraiment être patient, il faut avoir l'amour pour ce pays-là pour ne pas réagir d'une certaine façon. Quand on entend certaines choses, souvent on se pose des questions. Je dis vraiment, on se pose des questions. Bon, d'abord, je vais commencer par la chose suivante. Le frère qui a parlé, il a un peu de lucidité dans ce qu'il a dit, et j'apprécie ça beaucoup. Ok? Au moins, il a eu l'honnêteté de dire le fait que vous vous réjouissiez du fait que aujourd'hui, Don Melo, voilà, sorte, on sait où pour dire qu'il est candidat. Vous vous réjouissez. Mais moi, je sais pas pourquoi vous vous réjouissez. Je sais pas pourquoi même vous vous réjouissez. Parce que si moi j'étais à votre place là, j'aurais vraiment peur. Je vais vous dire pourquoi. Mais les gars, élection c'est dans quelques mois. Et puis le brave Etienne ne s'est pas encore déclaré candidat. Il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. Comment vous expliquez ça? Voilà le Mogo, on dit que non, il a trop fait pour le pays. Troisième mandat même, il est arrivé, bao, il a forcé. Les gens sont morts, les gens sont tombés à gauche, à droite. Lui, il a continué. Maintenant, quatrième mandat, là, les gars se réunissent au stade, tout. On dit, faut parler à, on dirait, oh, c'est quoi, calé dans gauche. Lui-même, il a vu bagage, là. Bagage qui est devant, là. Il connaît. Il n'est pas gaou. Il n'est pas gaou. Les Ivoiriens en ont marre. On dit, c'est aveugle seulement qui veut. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Sinon, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, là, ils savent. Tu vas te lever pour aller prendre charbon avec ta main. Si ça ne va pas brûler le temps, tu vas voir. C'est ce qui se passe en ce moment. En ce moment-là, le Bravitier, là, il sait comment il est arrivé au pouvoir, non? Il sait comment il est arrivé au pouvoir. Et c'est la partie là même qui me fait mal. Parce que quand aujourd'hui on entend les gens du RDA qui commencent à dire que oui, c'est grâce à lui il y a la sécurité et tout. Mais c'est comme si, imaginez dans un village où il y a un voleur. Le voleur, il vole tout. Jusqu'à ce qu'on dise que bon, voleur, tiens, tout appartient maintenant. Et puis maintenant, il ose dire que comme maintenant tout m'appartient, voilà, il n'y a plus de voleurs dans le village. Mais pourquoi il n'y a plus de voleurs dans le village? Parce que le voleur là maintenant a tout volé. C'est juste une image que j'ai en train de donner. Donc quand aujourd'hui vous êtes en train de dire que le pays est en sécurité, là, mais le pays est en sécurité pourquoi? Parce que le fouteur de bordel est maintenant au pouvoir. Voilà la raison pour laquelle. Donc je comprends. En fait, c'est les choses, quand les Ivoiriens entendent souvent certains raisonnements, là, mais
ça fait que ton sang bouge jusqu'en délai. Tu vois. En tout cas, moi, personnellement, je sais pas quoi dire. Mais comme on dit, on se connaît. Dans Côte d'Ivoire, on se connaît. Je me souviens autant de Bédier, là. Il y avait les clubs Henri Conan Bédier, à gauche, à droite. Quand Bédier est tombé, là, vous avez encore vu ça. C'est la même chose, le club Ado et qu'on sait que oui, Ado, ceci, Ado, puis ça, c'est. Mais il va tomber. Parce que ceux qui l'ont mis là, ils ont déjà décidé que c'est fini. Et donc, vous qui êtes dans le temps de parler, vous parlez là. Ivoirien qu'on est. Mais même le Bravitier, même il connaît. C'est pour ça qu'il ne s'est pas présenté. Et ça là, c'est ça qui est la vérité. Parce que vous-même, quand vous vous asseyez, vous regardez là, vous savez que affaire là, ça sent pas bon. Et c'est ça qui est la vérité. Et donc, moi, ce que je t'ai dit par rapport à cette histoire de Don Melo là, ça là, c'est Yafouille. Il n'a qu'à dire ce qu'il veut dire. Nous, on sait ce qui va se passer. Maintenant, il y a un deuxième volet. Parce que, vous voyez souvent, les gens se trompent. Et moi, ça, ce message, c'est aux Ivoiriens que je vais envoyer ce message-là. Souvent, on agit comme des enfants. Et ça, je n'admets pas cela. Papa, dans 3 étoiles, je vais céder ta place, s'il te plaît. Je te réponds. Selon moi, il y a 2 dangers dans ce pays-là. Il y a un en ce moment qui nous a endettés comme c'est pas permis. Et puis l'autre là, c'est celui qui est venu encore se remettre avec nous, qu'on appelle Soro Guillaume. Pour moi, il n'y a pas plus dangereux que Soro Guillaume. Les gens m'ont dit que non, il faut qu'on se mette ensemble ou quoi que ce soit. Il n'y a pas plus dangereux que Soro Guillaume. Il est là juste pour lui-même. Les gens disent que non, souvent, on peut changer. Le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Ivoirien, Ivoirienne. Une fois que... Parce qu'on se dit la vérité, hein, vous le gars du RDF, vous avez raison sur une chose. On va pas... Le Bravitier, c'est pas histoire de truc. Lui-même, là, il va partir de lui-même. Parce que sur le fauteuil, il est assis, là. Ils ont mis airbag dedans. S'il n'a pas bougé, là, lui-même, il va voler seul. Donc lui-même, il connaît. Il va partir lui seul. C'est pas qu'on va faire quelque chose. Mais s'il n'est pas parti lui seul, là, c'est pas bon. Donc il va partir. Mais quand il va partir, là, il n'y a pas histoire de, comment dire, je ne sais pas si c'est des Soros ou des Soros ici, qu'on peut ça, là. C'est la même chose. Pour ne pas dire c'est même pareil. C'est même pareil. On ne veut plus de ces conneries, là. Où est-ce qu'on arrive, histoire de rattrapage ethnique, est-ce qu'au temps de Babou, il y avait histoire de rattrapage? Qui était le numéro 2 du FPI? C'était pas un Djoula? Des menteurs comme ça, ils sont venus mélanger le pays en histoire de Djoula, gars du Nord, gars du Sud. Ivoirien, Soro, là. C'est l'enfant d'Alassane. Aussi dangereux que son papa. Donc, on veut plus de lui. Moi, en tout cas, c'est le message que je devais passer. Ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que c'est fini pour vous. Si vous êtes malade, tu vas avoir un autre temps de parole. Merci. Je vous ta détermination. Lucas, on peut lui faire une motion ou pas? Attendez, il y a un fils qui va répondre. Si tu fais on ne pas lui faire de motion. Il y a quoi, Wada? Ok, Wada, vas-y pour ta motion. Je sais voilà, que très bien. Bon, le frère qui vient de parler, tu vois, le frère, quand on est sur les panels, et puis il y a un minimum de choses, c'est le respect de nos leaders politiques. Quand tu sors, tu continues à lancer des pics comme ça sur le président Soro. L'objectif, c'est quoi? Je sais pas. Si tu es un homme du parti au pouvoir, je peux comprendre. C'est de montrer quoi, ou bien c'est, je sais pas, quand tu parles de dangerosité, en quoi le président Guillaume Soro incarne une dangerosité pour la Côte d'Ivoire? Je comprends pas. Je sais pas, ce que tu appelles quoi par dangerosité? Il a un égoïste qui dit pas son nom. Il peut nous vendre moins cher. La dernière fois, il le fera 2 fois. Voilà. Excuse-moi, mais toi, tu es de quel parti? Moi, si du PPACI. Très bien. Non, mais je pense pas que tu sois vraiment du PPACI, parce que si tu es du PPACI, le minimum des choses, c'est de vraiment, quand ton leader est dans une action, un moment, tu sais, la politique là, c'est de savoir l'ouvrir quand il faut et la fermer un peu quand il faut. Quand ton leader est dans une dynamique de rassemblement, un moment, on fait profil bas et on l'écoute. Voilà. Quand tu dis des trucs comme ça. Nous, on a des choses à dire sur le président Gbagbo aussi, hein. Mais on se tait parce que... Vous, non, je vais pas rentrer de ça. Parce que vous nous poussez, vous nous poussez à la faute, mais vous ne l'aurez pas. Moi, je vous dis. De toute façon, moi, je vous dis une chose. Attends, vous avez quel point dans le pays? Quelque chose. Merci. Oui. Toi, tu veux quelque chose. Moi, je sais. Tu en veux que nous tous. Ça, c'est vrai. Wada, merci. Tu es mieux que nous tous. Toi, tu veux... Merci, Wada. Merci.
Merci beaucoup. Wada, donc comme il y a le grand frère qui est là, je vais céder ta place par ego. Et puis tu fais ta Ok, demande ok, oui, qu'il oui, s'en oui, va. vas-y, Voilà, vas-y, je oui, te c'est le bon. fais. Parigo, il est là, ça me rassure. Ok, vas-y. Merci Allez, beaucoup. merci à tout de suite. Tu restes là. On est ensemble. Donc, fils du Nord, est-ce que tu es là? Il y a mon papa qui est là. Il y a mon père. Quand mon père est là comme ça, il faut lui faire la place. Il faut saluer mon père. Papa Parigo. Non, il va remonter. Non, il va remonter. Non, trouve une place. Dis-lui Non, il va remonter. de ne pas... Il faut pas, il va partir, il va remonter. Bloco, quand Bloco parle là, il descend. Ouais, bah, Voilà, fils, quand Bloco laisse-moi parle, il intervenir descend. comme ça, Wada il monte. Donc, comme lui, c'est un bon. Ouais, Non, demande à Fils du pourquoi te Nord. laisser intervenir? Comment ça Non, va? Wada là, j'aime bien Faut fermer ton le gars. micro. Faut fermer ton micro là-bas. Wada va monter à la place de Bloco tout à l'heure. Fils du Nord, vas-y. Faut jeter Bloco Lucas, même, tu mets vas-y. Wada. Attends, Lucas. Tu mets Wada. Lucas, j'aime bien Wada, tu vois. Il va monter à ta place, Bloco. Faut te Bloco, comme calmer. tu Il aimes va monter Wada, à la ta place. descends d'abord. Fils du Nord, vas-y. Calmez-vous, les gars. Oui. Lucas, je vais vous dire bon panel. Toi, faut attendre. Ils vont t'attacher un peu. Toi, Flavio, tu peux pas nous dire bon panel. C'est que tu as dit là. Tu as dit bon panel à qui? Faut attendre. Au bon Fils du Nord, panel. vas-y. Ok, alors bonsoir à tout le monde. Voilà, ça fait plaisir de retrouver les uns et les autres sur des sujets aussi pertinents. Parce que comme on le dit, hein, la Côte d'Ivoire appartient à nous tous. Nous sommes des adversaires, mais nous ne sommes pas des ennemis. Donc c'est vraiment plaisant de voir ce genre de panel de qualité qui est un plus-value pour tout le monde. Alors, moi j'ai un sentiment de pas de nervosité, mais de honte et puis de gêne. Parce que je me dis que ce panel-là, si c'est un panel ivoirien et qui est suivi que par des Ivoiriens, il y a des choses, nous, on se dit, il n'y a pas de problème parce qu'on est habitué à certains langages, à la limite médiocre, mais bon, c'est pas grave. Mais lorsque nous, qui sommes hors du pays, les gens plébiscitent la Côte d'Ivoire, ils estiment que le niveau de la jeunesse ivoirienne est tellement élevé en termes de maîtrise politique, en termes de compréhension même de la chose politique, on est fiers. Mais lorsque ces mêmes gens-là tombent sur ce genre de panel-là et qu'on a des jeunes Ivoiriens qui disent certaines choses, c'est ce qui me fait honte en fait. Je prends Flavio, je ne sais pas sûr qu'il a 55 ans. Je prends celui qui vient de parler, là, Marie-Jo, je sais pas quoi, là. Quand j'écoute sa voix, je suis pas sûr qu'il a plus de 40 ans. Et puis j'écoute Wada, je suis pas sûr qu'il a plus de 50 ans. Voilà des jeunes qui sont censés être l'avenir de la Côte d'Ivoire, qui font partie des jeunesses de certains partis politiques, qui doivent se réjouir qu'un jeune se lève dans un parti politique qui n'est pas sur la liste électorale et puis dit que bon, comme notre leader n'est pas sur la liste électorale, il nous faut un plan B. Et ces jeunes-là viennent s'offusquer du fait qu'un homme se lève pour dire non, tu n'es pas candidat, tu n'es pas sur la liste électorale. À cet effet-là, moi, je vais me présenter comme candidat pour sauver mon parti. Et ces jeunes-là, ces jeunes dont je viens de citer les noms tout à l'heure, qui devraient l'accompagner, montent sur des panels pour se moquer, pour lui jeter le discrédit. Et c'est ce qui me fait honte, en fait. Bon, quand j'écoute Wada, toi, Wada, tu suis quelqu'un qui n'est pas sur, qui est un parti qui n'existe même pas. C'est-à-dire, tu suis quelqu'un qui a un mouvement politique qui est dissous. Tu te bats contre qui pour faire quoi? Ou, comment il s'appelle? Flavio. Toi, tu suis quelqu'un, on l'a vu ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, hein, Lucas. C'est une parenthèse que j'ouvre ce matin. Non, on va dire c'était hier soir. On lâchait là, le blanc. On a vu hier soir, Thiam, aller à la préfecture de police de Paris pour aller demander le renouvellement de son titre de séjour. Lucas, est-ce que tu as vu la vidéo ou pas? Ou réponds-moi s'il te plaît. Est-ce que Lucas est là? Lucas. D'accord, donc ça veut dire que tu as vu la vidéo. Bon, voilà quelqu'un qui est en train de conforter. Voilà quelqu'un qui est en train de conforter sa place comme étant sur le territoire français pour montrer qu'il ne veut même pas quitter la France. Bon, la dernière fois, il était à Château-Rouge. Aujourd'hui, il est là à la préfecture de police pour aller chercher à renouveler son titre de séjour. Et Flavio, qui est un jeune
intelligent, mature. Quand tu l'écoutes, tu sens qu'il a une certaine maîtrise de la chose politique. Même s'il est démagogue parfois, c'est pas grave, ça on prend. Mais tu sens qu'il est tout sauf idiot. Et toi, tu vas monter sur des panels pour suivre ce monsieur-là, que quand il dort, il pense même pas à toi, il pense même pas à la Côte d'Ivoire. Il t'a jamais montré une seule preuve de l'amour qu'il a pour ce pays-là. Au lieu de t'élever l'énergie que tu prends pour monter sur les panels là, pour dire voilà là, tu dois prendre cette énergie là dans ton propre parti pour dire écoutez, tiens là, mettons-le de côté, nous sommes des jeunes vigoureux, on trouve un leader qui va le remplacer, ou bien nous on quitte ce parti, à la limite même menacé de boycotter ce parti. Mais en revanche, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites là? Vous faites honte, vous me faites honte. Parce que quand moi je suis dans mon lieu de travail, je suis avec certains collègues là, ils parlent de la Côte d'Ivoire, ils disent que quand on suit les panels, on comprend que la jeunesse ivoirienne a un temps d'avance sur la jeunesse de d'autres pays. Mais à vous entendre parler, j'ai pris Dieu pour ne pas qu'ils suivent ce panel là. On est en train de parler de quelqu'un qui s'est levé dans un parti politique où le leader n'est pas sur la liste électorale. Dans un parti politique qui peut mourir à tout moment. Dans un parti politique où on a besoin du soldat Ryan pour sauver ce parti-là. Et ce soldat Ryan-là se lève pour dire, pour ne pas que ce parti-là meure, comme je suis le vice-président, je propose un plan B. Et quand il a fait cette proposition, ils ont commencé à le lapider de partout. Il a dit, ok, je suis candidat. Et des jeunes comme vous lui jetez la pierre. Bon, j'ai dit, votre leader n'est pas sur la liste électorale. Vous allez devenir président comment? Dites-nous. Dites-nous. Depuis qu'on vous a posé la question, la seule chose que vous avez dit, c'est que c'est accord politique. Accord politique avec qui? Accord là, son politique là, c'est avec qui? C'est pas avec le président Alassane Ouattara, c'est pas avec le gouvernement en place, c'est pas possible, ça c'est fini ça. Et ce que vous oubliez, votre parti est en train de mourir, vos différents partis sont en train de mourir. Donc, des jeunes comme vous, je répète encore, la répétition est pédagogique, vous deviez être fiers de quelqu'un qui sort de vos partis pour dire, écoutez, comme vous n'êtes pas sur la liste électorale, on ne peut pas faire un palabre d'aveugle, on ne peut pas faire palabre des sous. On va soutenir celui qui veut se présenter. Mais vous êtes dans le culte de la personnalité. Toi, Ouada, toi, ton parti n'existe même pas. Pour toi, même, c'est plus grave. Pour les autres, même, ça existe. Ils peuvent changer. Pour toi, là, ça n'existe même pas. Maintenant, tu dis que tu es dans un front, vous êtes dans une coalition politique. Avec qui pour faire quoi? Avec qui pour faire quoi? Restez concentrés. Je voulais rentrer, aller prendre ma douche. Mais quand il vous a écouté là, j'ai dit non, faut que j'essaie de tirer votre attention un peu sur ce que vous êtes en train de faire. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, vous devez tenir compte de ce qu'on appelle les rapports de force. Un régime peut être aussi puissant qu'il soit, mais sur le terrain, lorsqu'il y a la mobilisation, ça fait peur au régime. Mais vous faites des meetings, vous êtes 17. Il y a 2 caméramans dedans. Il y a ton oncle et puis ta cousine. Quand on les enlève là, vous êtes 9. Mais qui va avoir peur de vous? Vous faites mobilisation ici, vous vous réunissez, et tous les partis de gauche, 54 partis, vous êtes 83. Les 83, là, quand il y a les Nyamolo, et comme on appelle les Bakoroman, peut-être vous restez comme il y a 28. Vous ne faites pas peur. Mais voici un pouvoir qui est en place depuis 15 ans. Regardez le meeting qu'il y a eu au stade. Plus de 120 000 personnes se sont déplacées pour aller dans ce meeting-là. En plus d'être au pouvoir, sur le terrain, c'est un parti qui mobilise. Et c'est ce parti-là qui a venu discuter avec vous pour faire accord. Accord, c'est quoi? Vous ne faites pas peur. Donc, ressaisissez-vous, faites de la politique. Parce que ce que vous faites là, ça, c'est le culte de la personnalité. Si Diane Thiam ici, il est en train de se promener, quand il ne vient pas acheter à Goutier, à Château-Rouge, il s'en va à la préfecture de police, aller chercher à renouveler son titre de séjour pour rester en France. Et toi, Flavio, un jeune intelligent comme toi, tu montes sur les panels pour dire qu'on n'a qu'à faire accord politique pour que ce dernier-là n'a qu'à venir diriger la Côte d'Ivoire. Restez concentrés, les gars. Je vais chuter par là pour vous dire. Il y a une seule chose que vous pouvez faire pour venir au pouvoir. C'est ce que vous savez là. Donc moi, je peux vous donner un conseil. Si c'est ça là, concentrez-vous. Nous, on peut vous donner des conseils dans ça. Voilà, on peut vous dire, bon voilà, allez-y prendre voilà, allez-y c'est les Russes, là-bas c'est la bonne qualité. On peut vous dire, voilà, on peut vous donner ces conseils-là. Si vous voulez, on vous donne ces conseils-là. C'est la seule chose que vous pouvez faire. Sinon, il n'y a pas accord politique avec vous. Donc, que Dieu fasse qu'il y ait beaucoup de Awa Melo dans beaucoup de partis. Parce que quand nous on parle, vous dites oui, mais vous-même là, pourquoi vous soutenez Alassane Ouattara? Mais il est candidat d'abord, c'est ce qui fait la différence, vous et nous. Lui, il est candidat. Il est sur la liste électorale. Vous n'êtes pas sur la liste électorale. Donc, déjà, nous, on soutient quelqu'un qui est sur la liste électorale. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais chuter par là. Hein, Ouada, pardon, faut réfléchir. Tu es un parti qui n'existe même pas.
Ça n'existe pas. Tu es dans la coalition avec qui pour faire quoi? Merci beaucoup, fils du noble. Merci beaucoup. Le débat est très intéressant. Comme on a une dame sur le panel, Cléopâtre, Bloco va parler ou bien tu veux prendre la parole? Bloco va parler pour descendre. D'accord, je laisse. Voilà, Bloco, vas-y. Il y a beaucoup de personnes. Bloco, vas-y. Vu que j'aime pas trop rester sur le panel. Vas-y, Bloco. Voilà. Désolé de ne pas être galant. Ok, donc, comment on appelle ça? Ce que moi je voulais dire, franchement, Lucas, il n'y a rien à dire. Toi-même, tu vois, à chaque fois que tu fais un panel, c'est les panels de qualité, mais bon, c'est vrai, tu es vraiment beaucoup occupé en ce moment. Mais essaye de faire un effort pour faire au moins quelques panels, quoi, parce qu'on a vraiment besoin de ça à l'approche des élections, tu vois, parce que t'es beaucoup suivi et puis tes panels sont des panels de qualité. Quand on est en bas, on écoute, on apprend toujours. C'est pour ça, tout à l'heure, quand Wada, tu l'as descendu, je voulais même descendre pour lui laisser la place parce que c'est quelqu'un qui est intellectuel, qui a un très bon niveau, qui débat très très bien. Donc, j'ai même pas fini mes minutes et je vais lui laisser la place. Donc, au fait, ce que je voulais dire, c'est que le monsieur qui est juste en bas de moi, au fait, le débat, moi, je comprends pas. Le panel, on a un débat où il y a la photo de Awa Dombelo qui est là. Mais le monsieur monte sur le panel, il laisse le débat qui est là et il attaque directement, en fait, le président Ouattara. En fait, c'est ça votre problème, en fait. Déjà, en ce moment-là, les élections, c'est dans 2-3 mois. Mais vous n'êtes pas sur la liste électorale. En 2010, là, et le RDA à l'époque, on n'était pas sur la liste électorale. Non, rien ne s'est passé. Il y a eu les élections. Tu vois, tu comprends ce que je dis? Il y a eu les élections. Donc, vous comptez sur quoi? Et puis vous allez dire non. Et comment on appelle ça? Il n'y aura pas les élections en 2025. Je pense que ce temps, il est démodé, au fait. On est en 2025. Et arrêtez ce genre de trucs-là sur les panels, franchement. Et puis, ce qui me fait mal, la majorité d'entre vous, vous êtes en Europe. C'est ça le problème, en fait. Vous êtes en Europe et vous parlez. Les gens qui sont à Abidjan ne vous calculent même pas. C'est ça la vraie vérité. Parce que si les gens veulent sortir à Abidjan, ils n'ont même pas besoin d'attendre. Et ils n'ont même pas besoin d'attendre les élections. Ils peuvent déjà manifester. Mais on voit que tout se passe bien en Côte d'Ivoire. Il y a la sécurité qui est là. Mais vous êtes sur les panels en train de bavarder, en train de... Excuse-moi du thème, c'est pas pour t'invectiver, mais il y a plein qui sont en train d'aboyer. Pourtant, ils sont couchés en France, aux États-Unis, un peu partout. Franchement, les élections approchent. Essayez de... Nous, on veut discuter peut-être avec ceux qui sont sur la liste électorale, comme Awa Dombelo, peut-être s'il a été retenu. On veut discuter, on veut faire des débats avec voilà, les gens qui vont participer aux élections. Pas comme Fils du Noble l'a dit tout à l'heure, pas les Soroïs, pas les, comment on appelle ça, PPACI. Bon, pour le moment, vu qu'il n'y a pas encore de candidat. Donc, on peut avoir des débats politiques avec, comment on appelle ça, Simone, tous ceux qui sont sur la liste électorale. Mais tout ce qui concerne les candidats du PDCI, et, je sais pas, GPS même qui n'existe plus, et, comment on appelle ça, et PPACI, normalement, on ne doit même pas avoir de débat politique avec vous. Donc, quand même, évitez quand même de monter. Tellement vous n'avez pas d'argument, vous montez directement, vous attaquez le président. Et ça date pas d'aujourd'hui, vous faites ça. Mais le monsieur, il est là, ça fait 15 ans. Et il va pas bouger. Vous savez très bien qu'avec la force, il peut pas bouger. Organisez-vous bien et revenez en 2030 pour pouvoir récupérer, comment on appelle ça, reconquérir, comment on appelle ça, le pouvoir. Ben, si je vais pas finir mon temps et comment on appelle ça, Lucas, tu peux faire monter comme un Wada, là, franchement. J'aime bien ces débats. Il va venir répondre à Fils du Noble, comme tu l'as tapé. Vous n'êtes pas Fils du Noble. Non, Fils du Noble n'a pas le même niveau que Wada. Hein. Wada, c'est un intellectuel, hein. C'est un juriste. J'adore ces débats. Il est très intelligent. Fils du Noble, comme tu as dit, beaucoup de cas descendent. Beaucoup t'a attaqué, il pensait avant les descendre. Non, mais Wada dit que quand moi ici parlait, lui préfère fuir. Il a dit ça, il est là, non? Je ne sais pas s'il va vouloir remonter. Non, Wada, il va remonter. Si moi ici là, que lui il fuit, que moi ma bouche. Il va remonter. Il a dit, il n'a qu'à remonter, je serai gentil. Bonsoir, mon père, par exemple. Oui, les hostilités sont ouvertes. Oui, on va laisser la jeune dame.
On va laisser la jeune dame. Après, ça sera Circo et puis le président va lui répondre. Président, tu vas prendre la parole après Circo. Comme ça, tu auras tout le temps de bien t'exprimer. Maman Cléopâtre, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, Lucas. J'espère que tout le monde va bien. Toi, Cléo, là. Toi, Cléo, là. Attends, fils, il vient te défendre. On dit que tu n'es pas... Tu es très intellectuel. Tu es mon cousin après tout. Hein? Aujourd'hui, là, tu vas m'attaquer. Il t'a défendu. Non, mais tes photos, et voilà, reste concentré. Je suis concentré. Vous aussi concentré. Donc, à Abidjan, et j'ai l'impression que nos compatriotes pro-Gbagbo sont sur une autre planète. Sérieusement, hein. Tout à l'heure, j'ai entendu le monsieur Amarige, je ne sais pas si j'arrive à bien lire, Amarige, quelque chose là-bas, excuse-moi si je coche ton nom, dit certaines choses. On lui parle d'un sujet, on parle de Awa Dom Melo qui a décidé donc de se présenter donc en tant que d'être candidat aux élections présidentielles. Et le monsieur met son sujet. Lui, il commence à parler, il s'attaque au pouvoir, il parle de Soro Guillaume, il parle de plein de choses, mais sauf du sujet. Moi, je dis d'abord félicitations à monsieur Awa Dom Melo parce que c'est très courageux. Quand on sait la secte que représente le PPACI, c'est fort de sortir de cette secte-là et puis de décider de prendre son indépendance. C'est vraiment fort. Ça prouve que c'est un garçon. Mais ce qui est, ça va, nous aussi, nous, on se réjouit de ça. Personne ne se réjouit de ça. Ce qui se passe à l'opposition ne nous regarde en rien. Nous, le 6 août prochain, le président va donc nous dire, va confirmer qu'il sera notre candidat. Voilà. Et si par le hasard le plus incroyable qui décide de ne pas se présenter, ce qui n'est pas possible, et qui nous propose un autre candidat, on va le suivre. Clairement. Donc nous, on n'est pas inquiets au RHDP. Voilà. Moi, j'aimerais que M. Amaï sorte des discours de gré. Quand on est sur un panel comme sur le mur de Luc Amand, qui est un homme politique, qui est confirmé, qu'on voit aujourd'hui son parcours politique, il nous fait des panels où il y a plus de 1000 personnes. J'aimerais bien que ce monsieur ne nous sorte pas les discours de grain. Voilà, il faut rester dans le sujet. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est pas les coups d'État qui ont manqué. Ça, c'est important de rappeler ça au monsieur. C'est pas les coups d'État, les tentatives de coups d'État qui ont manqué dans ce pays. Moi, j'ai été jusqu'à la frontière de la Guinée, hein, la frontière Mali, Guinée, tout ça. J'ai été là-bas. Il y a des caméras partout aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Des caméras partout. Donc, si c'est les tentatives de coup d'État que vous voulez essayer, ça ne peut même pas prendre. Voilà. J'aimerais que monsieur regarde la carte électorale, donc les législatives et les municipales, qui ont eu lieu ces 5 dernières années. Il faut qu'il regarde. Il faut qu'il regarde le score du RHDP et qui regarde le score du PPACI ou FPI, en tout cas de l'opposition, et puis qui viennent sur les panels nous parler. Les choses ne se passent pas dans les grains, les choses se passent sur le terrain. Aujourd'hui, le RHDP est partout. Vous savez pourquoi les Ivoiriens consciencieux dans les villages, au fin fond, et non sur les panels, en train de raconter tout et n'importe quoi, vont voter le président Alassane Ouattara si c'est présent, ou le RHDP si c'est une autre personne qui choisit. Je vais vous expliquer pourquoi. Actuellement, nous sommes pratiquement à 100% du territoire ivoirien électrifié, monsieur Amarige. C'est ça la vérité. Les goudrons sont en train de pousser de partout. Il y a des contrées de la Côte d'Ivoire où on ne pouvait pas rentrer. C'est moi qui vous parle, je suis une grande voyageuse. Moi, quand je viens en Côte d'Ivoire, je ne reste pas à Abidjan. D'ailleurs, je n'aime pas Abidjan. Tout mon entourage, c'est ça. Donc, je circule dans la Côte d'Ivoire profane. Donc, grâce à mon ami et un de mes noms, j'ai sillonné à l'ouest. Les gars sont en train de travailler dans les contrées qui ont voulu bien qu'on travaille. Qui ont voulu bien. Et le nord, le sud, l'est même, laisse tomber. Des gens qui ont eu l'électricité qui criaient. Tellement ils n'en revenaient pas. C'est ce qui se passe ici. Donc les gens ne voteront pas parce qu'ils aiment trop le président Alassane Ouattara. C'est le choix. Ils voteront parce qu'ils savent que le RHDP, c'est l'évolution. Donc le discours que vous tenez, en parlant du président qui serait responsable des coups d'État, même votre Gbagbo n'a jamais pu apporter la preuve de cela. Jamais. Jamais. Donc nous voulons que vous restiez dans le sujet. Sur un panel aussi sérieux, nous avons quand même des personnes sérieuses sur ce panel. Sortez-nous des discours de gré.
d'accord, le RHDP là, ils sont sur tout l'étendue du territoire. Tout l'étendue du territoire. Toutes les forces idées que vous êtes faites de la Côte d'Ivoire depuis le temps de Gbagbo, c'est fini. C'est fini. La Côte d'Ivoire, c'est une autre configuration. Rien que les différents peuplements des différentes villes de Côte d'Ivoire, tout a changé. Mais est-ce que ça, vous le savez? Vous ne le savez même pas. Vous ne le savez même pas. Est-ce que vous savez que Korogo est la 3e ville de Côte d'Ivoire? Vous ne le savez même pas. Vous ne le savez même pas. Je parle en peuplement et en superficie. Donc en fait, il faut arrêter les discours de grains. Il faut arrêter les discours qui vous confortent dans votre idée que la Côte d'Ivoire serait ceci, cela, ou Macron a donné des ordres. Je vois dans les commentaires qui dit Macron a dit Alassane Ouattara ne peut pas se présenter, Alassane Ouattara ne pourra pas le faire. Personne, je dis bien personne dans ce monde ne peut donner des ordres à son excellence Alassane Ouattara. Je dis bien personne. Et vous le savez. Personne. Donc, quand monsieur met son sujet, restons dans le sujet. Encore une fois, mon temps est presque fini. J'aimerais bien dire bravo à Awa Dongolo, qui est un candidat courageux, un candidat qui a osé, un candidat qui a décidé de se détacher de la secte PPACI, un candidat qui a enfin retrouvé son cerveau. Je lui dis bravo. Parce que ceux-là, ils sont encore dans les années 2010, avant 2010, où ils étaient dans leur secte en train de se mentir dans leurs différents discours, je ne sais pas comment ils appellent ça là. Donc, bravo à tout le monde. Et puis, on attend le 6 impatiemment que le président nous donne son OK, qui sera donc notre candidat pour 2020. On va gagner encore. Nous-mêmes, là, c'est juste une formalité. On va aller faire les élections. Hein, parce qu'on a... C'est une formalité. Merci beaucoup. Mais tu vas faire... Merci Cléo. Jomo, ton micro, s'il te plaît, grand frère Jomo. Ton micro. Siko, vas-y, après, ça sera mon président. Fais vite, Siko. Pas de souci. Bonsoir à tous. D'abord, bon, déjà pour commencer, je suis d'accord avec Fils Inob. Je souhaite qu'il y ait beaucoup de Awa Dongolo suite au RAGP. Je souhaite aussi que les jeunes du RAGP, en fait, les jeunes du RAGP prennent leurs responsabilités et soient l'incarnation ou l'image, en fait, de la promotion de la jeunesse que le RAGP 20 ans. Bon, en l'occurrence, je pense, en fait, à Mamadou Touré, pour ma part, qui serait l'homme idéal pour être candidat du RAGP. Si ça, je dis rien. Bon, je vais revenir, en fait, sur en fait, le sujet Awa Dongolo. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème que Awa Dongolo ne se présente pas, soit candidat aux élections présidentielles. Puisque le président Gbagbo Laurent avait dit que on ira aux élections présidentielles. Ils veulent qu'on boycotte, mais on ira aux élections présidentielles. Donc, il a dit. Donc, s'il n'est pas candidat, s'il n'est pas éligible, et qu'ils disent qu'ils iront aux élections présidentielles, c'est qu'ils choisiront quelqu'un d'autre. Et Awa Dongolo se positionne comme une alternative au président du PPAC ici, si dans le cas où il n'est pas candidat, moi je vois pas où est le souci. Et en même temps, il n'entache pas la crédibilité des demandes en fait du PPAC, excusez-moi, sur des demandes du PPAC, la réintégration de Laurent Gbagbo. Donc, le fait de dire ici que si ça va, bon, je pense pas que ça va créer des soucis, puisque au dernier moment, Gbagbo Laurent peut décider de accompagner Awa Dongolo pour aller aux élections présidentielles. C'est passé au Sénégal jusqu'au dernier moment. Il y a le parti d'Ousmane Sonko n'avait pas de candidat. Ils ont décidé de choisir quelqu'un d'autre. Donc, bon, ça peut se passer en Côte d'Ivoire aussi. Donc, dit ici que ça va créer une certaine fracture au PPAC. Moi, je ne le pense pas, en tout cas. Mais aussi, je vais revenir aussi sur certains propos qui ont été tenus aussi sur ce panel-là. Bon, quand déjà, j'entends Jess Piment qui me parle ici de endettement. Moi, je suis d'accord, oui, il y a des points, tout ça, mais tu oublies de dire ici que aujourd'hui, en fait, le service de la dette, la Côte d'Ivoire représente 80% des revenus de l'État de Côte d'Ivoire. Bon, ça, moi, je pense pas, en fait, que la dette soit maîtrisée lorsque 80% de tes revenus, en fait, va dans le remboursement de la dette. On peut pas me dire que la dette est maîtrisée. Moi, je suis désolé. Puisqu'on sait tous que le PIB, c'est la création de richesse. Est-ce que toute la création de richesse en Côte d'Ivoire rentre dans les poches de l'État? Je ne le pense pas. Et même la preuve, aujourd'hui, l'État le gouvernement est bien d'accord, se rend bien compte. Aujourd'hui, est obligé, en fait, de chercher de l'argent dans les impôts, en augmentant les impôts. Il y a l'augmentation des prix des terrains. La suppression, en fait, de certaines, en fait, bon, je vais pas dire subventions, non pas subventions, mais
cette, ouais, on peut dire subvention, en fait, sur l'électricité, tout ça. Donc, moi, pour ma part, je pense que la dette n'est pas véritablement gérée comme le RAGP veut nous faire croire. Mais passons sur ça aussi. Mais je vais revenir aussi sur ce que Fils Dinob a dit, qui m'a un peu encore fait rigoler. Parce que quand moi j'entends dire que Thiam, c'est quelqu'un, en fait, qui ne pense pas aux Ivoiriens, parce qu'il est à l'étranger, on le voit, il se promène à Paris. Mais, moi, je suis désolé. Si on revient en arrière, il y a un parti en Côte d'Ivoire qui s'appelait le RDR, qui a décidé de boycotter les élections législatives juste parce qu'un seul candidat n'a pas été accepté. Ils l'ont fait. Mais aujourd'hui, vous reprochez ça aux autres. En 1995, le RDA a décidé de boycotter les élections législatives parce qu'avec le nouveau code électoral qui a été voté, et aussi parce que M. Alassane Ouattara ne pouvait pas être candidat. En oubliant que M. Alassane Ouattara n'était même pas encore RDA. Mais vous avez boycotté ces élections-là parce qu'il pouvait pas être, parce que le code électoral l'empêchait d'être candidat. Aujourd'hui, moi ça me fait encore rigoler lorsqu'on me dit que M. Thiam, en fait, il fuit le pays. Mais moi je suis désolé. En 1993, M. Alassane Ouattara, après le décès du premier président de la Côte d'Ivoire, a décidé de quitter le pays en même temps. La même année, si je ne me trompe pas, il a décidé de repartir aux États-Unis comme si la Côte d'Ivoire n'avait plus besoin de lui. Il a décidé de revenir en 99. Et après 2002 encore, il a décidé de repartir encore en France. Mais à tout moment, Alassane Ouattara a décidé de fuir le pays. Aujourd'hui, vous reprochez ça à Thiam, alors que M. Alassane Ouattara a fait pareil, en fait, lorsqu'il était dans l'opposition. Vous êtes donc, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Donc, moi, je pense que c'est incohérent et malhonnête. Donc, s'il vous plaît, bon, pour ma part, avant de vouloir donner des leçons aux autres, essayez de voir clairement si votre maison, en fait, est propre. Moi, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, merci. Aïe. Moi, j'ai fini, mais tu veux que je dise quoi? Moi, j'ai répondu sur le sujet. Toi-même, tu l'aimes. Ah, donc t'as fait quoi même? Et puis tu l'aimes pas là. Non, mais tu ne peux pas venir donner des leçons aux autres alors que toi-même ta maison est sale. Lucas. C'est pas logique. Je dis, qu'est-ce que Ado t'a fait, puis toi tu l'aimes pas. Lucas. Ok. Le père, après le président Parigo, c'est toi. Non, je vais laisser Parigo parler parce que je sais que Parigo, quand il parle, il finit pas beaucoup. Je vais juste, avec sa permission, essayer de placer quelques 2 ou 3 phrases. Et puis, je vais faire comme le monsieur, être bref, avec la permission, bien sûr, de Parigo. S'il m'accepte. Président Parigo, il peut parler? Oui, il faut le laisser parler. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Parigo. C'est un ancien compagnon de lutte, Parigo. Même si nous sommes adversaires à tout point, c'est un ancien. Merci beaucoup, Parigo. Merci à toi. Merci à tous ceux qui sont sur le panel. Merci à Cléopâtre et bonne arrivée de tes vacances. Je vais juste rebondir sur ce que le dernier intervenant vient de dire. Alassane Ouattara n'a jamais fui. Et le RDR à l'époque n'était pas... Enfin, la Côte d'Ivoire en 95 n'est pas la Côte d'Ivoire de 2025 aujourd'hui. Il faudrait que nous le disions, quoi. À un moment donné, il y a eu un parti en Côte d'Ivoire qu'on appelait le RDR, qui n'existait plus, qui est devenu le RHDP. Je parle sous le contrôle de tous ceux qui étaient là. Hein. Ne tronquons pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un ne va pas nous dire que le président Alassane Ouattara a fui le pays. Non. Le président Alassane Ouattara n'a jamais fui le pays. Après la mort du président Poigny en 1993, le président Alassane Ouattara est parti poursuivre ses activités là où on l'avait appelé, mais cette fois-ci au Fonds monétaire international. Donc, quand quelqu'un vient nous dire qu'il a fui, je pense que ça c'est faux. Et ce décret pour partir a été signé par le président Bédier, président de la République à l'époque. Et en 93, en 95, il y a eu des élections. Le président Alassane Ouattara est revenu en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui sont sur ce panel, si je mens, je sais que Parigo en ce moment il était en Côte d'Ivoire. Bon, Lucas, je sais qu'il est très jeune, donc cette époque-là, il n'était pas encore trop... peut-être qu'il a subi et tout ça. Fils du noble, je sais que toi aussi, bon, enfin, je parle par rapport à moi, mon âge. Alassane Ouattara est venu en 95. Et quand il est arrivé, il a fait
acte de candidature à la candidature aux législatives de Congo, sa circonscription. Et on ne lui a pas accordé ça sous Noël Némé. Il n'a pas été accordé. Donc pour dire que le président Alassane Ouattara a fui, ça c'est faux. Il n'a jamais fui le pays. Il n'a jamais fui. Il a toujours assumé ses responsabilités. La preuve, en 1994, il a été le président du RDR. Donc il n'a pas fui. Il n'a pas fui. Arrêtons de dire des choses qui n'ont pas existé. Par rapport aujourd'hui à M. Thiam, vous savez, les Ivoiriens sont forts dans quelque chose, c'est tronquer l'histoire. Mais heureusement que notre histoire est une histoire récente. Nous avons tous vu. On a tous vu. Moi, pour vous dire que j'avais même oublié M. Thiam. Je l'avais même oublié. Parce que dès que le coup d'État de 99 est parti, il a fui, il n'est plus jamais revenu en Côte d'Ivoire. Ce qui a été différent du cas du président Alassane Ouattara. Donc il ne faudrait pas que nous disons des allégations, nous faisons des contre-vérités pour pouvoir faire croire, excusez-moi, aux jeunes qui sont venus après nous que le président Ouattara a fait ceci, a fait cela. Nous avons assisté ici au recensement électoral, à la révision de la liste électorale. J'ai discuté avec des gens que le PDCI avait venir pour venir s'inscrire. Les jeunes, qu'est-ce qu'on leur a dit de venir s'inscrire? Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Le pays est dirigé par des Burkinabés. Alassane Ouattara n'a pas le droit d'être inscrit sur la liste. Alors que Alassane Ouattara est venu, on l'a imposé. C'est Tidiane Thiam qui est le vrai fils du président Ouattara. C'était leur argument. Je vous avoue. Est-ce que nous qui sommes sur le panel, aujourd'hui il y a plus de 1000 personnes sur ce panel, vous pouvez concevoir ces choses comme ça? Ne mentons pas, restons bien et simples. Pour revenir à la candidature de M. Dombello. M. Dombello est parmi les fondateurs du FPI, du PPAC, FPI d'alors. C'est des gens qui sont restés très fidèles au président Gbagbo. Mais c'est des messieurs aussi qui ont servi comme conseillers à la présidence en Guinée. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ne le savent pas. Monsieur Dombello a servi comme conseiller à la présidence de la Guinée. Mais est-ce que ça l'a rendu guinéen? On se dise les choses. Donc aujourd'hui, M. Dombello qui vient pour dire « je peux être plan B », ça devient un problème. Et c'est pourquoi moi j'ai même fait la suggestion dans l'un de mes postes. J'ai dit il faudrait que nous enlevons la lettre B dans l'alphabet de la Côte d'Ivoire. Parce que ça porte à conflit, la lettre B. Parce qu'on a dit plan B. Tel le plan B, ça devient un problème. Donc de A, on va tomber à C pour éviter tout ça. Mais en même temps, je loue le courage de M. Dombello. Je loue son courage. Parce que le PPAC a fait de... Jomo, une minute pour chuter. Ok. Le PPAC a fait de cette politique la politique de la chaise vide. Si ce n'est pas Gbagbo, c'est personne d'autre. En réalité, si ce n'est pas Gbagbo, c'est personne d'autre. Donc, s'il n'y a pas Gbagbo, il n'y a pas PPAC, il n'y a pas Côte d'Ivoire. Il faudrait que nous encourageons ces personnes-là qui ont le courage de sortir. Et celui qui a parlé de Mamadou Touré pour chuter, le président de la République nous a dit qu'il a 12, il a une demi-douzaine de personnes dans sa tête. Si toi tu dois nous imposer Mamadou Touré, alors pourquoi est-ce que Bion ne peut pas remplacer alors ton candidat? Là je te pose la question. Maintenant pour chuter, je dirais encore à Lucas, merci beaucoup de nous avoir donné la parole. Même si j'ai pris le sujet en cours, j'ai pu quand même éclairer la lanterne en disant que le président Ouattara n'a jamais fui le pays. Il a toujours été présent quand la Côte d'Ivoire a eu besoin de lui. La preuve, l'ancien ministre de l'économie et président de la Cour, président du Conseil économique et social, Tibi, disait que même le PPTE, le président Ouattara, a été là pour que la Côte d'Ivoire soit admise au PPTE. Merci beaucoup.
On peut avoir une motion rapide là, s'il vous plaît? Moi, j'ai 2 questions pour Merci. Parigo. Calmez-vous. Calmez-vous. Attendez d'abord. Président Parigo n'a même pas encore parlé. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez. Allons à 100 000 cas rapidement. Allons à 100 cas. Alors à son cas, on tapote avant que mon papa prenne la parole. Calmez-vous. Jomo, ton micro est très faible. Je pense que il faut essayer de descendre pour remonter. Voilà, on tapote rapidement, on tapote, on monte. Allons, on était à 1000 personnes tout à l'heure. Jomo, voilà, son micro est trop faible. On attend encore, la place est réservée à un opposant qui va venir ici nous éclairer. On tapote, on continue de tapoter. Allons à 100 cas rapidement. Nous sommes près de 800 personnes. On va monter tout à l'heure à 1000 personnes. Quand mon papa Parigo va prendre la parole, on va atteindre 1500. Je sais, parce que lui, c'est un 10. Allez, mon père, prends la parole. Après, ils vont te faire l'émotion. Est-ce que mon père... Allez, papa, vas-y. Quelqu'un qui voulait me poser une question. Oui, c'est Circo. Ouais, donne-lui sa question. Ok. Circo, vas-y pour ta question. Parigo est là. Il a ouvert sa personne. La température va monter maintenant. Ok. Président Parigo, bonsoir d'abord. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai 2 questions parce que je sais que vous étiez RDR depuis le début. Quand j'étais RDR, vous avez été RDR depuis le début. Oui. Mais moi, je voudrais savoir. Première question. Le président Alassane Ouattara est devenu président du RDR en quelle année, s'il vous plaît? Première question. Deuxième question. Est-ce que le président Alassane Ouattara n'a pas quitté le pays en 2002, si je ne me trompe pas, parce que quelqu'un voulait porter atteinte à sa vie? Non, c'est en 99. Non, même en 2002. C'est les 2 questions. Bon, cette question, la première question déjà, je ne sais pas quelle est l'utilité de la question en fait. Je veux comprendre. Parce que ce qu'on retient, c'est qu'il a été président du RDR. Maintenant, pourquoi je dois dire la date à laquelle il a été président du RDR? Pour m'expliquer un peu. Ok. Parce que Ok. Circo, il faut laisser mon papa parler, pardon. Papa, il faut parler. Laisse-moi. Vas-y. Il est en train de te perdre ton temps, papa. D'accord. En fait, parce que l'intervenant qui était là avant avait dit que le président Ouattara est devenu président du RD en 1994. Alors que moi, de mes informations, je sais qu'il a été président en 1999. Donc moi, pour me rassurer, parce que moi, je sais que vous avez été RDR depuis le début. Donc, moi, pour que tout le monde, en fait, sache la vérité, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Bon, dans tous les cas de figure, je sais que c'est en 1994 que le RDA a été créé. Voilà. Donc, par la suite, c'est lui qui est devenu le président. Johnny en était le secrétaire général. Donc, il y a eu un congrès qui a eu lieu et c'est le congrès qui l'a élu président du RDA. Donc, je n'ai pas l'année exacte dans ma tête pour ne pas mentir. Maintenant, vous avez dit, est-ce qu'il a une fois fui le pays parce que sa vie était menacée? C'est ça? Est-ce qu'en 2002... Non, il n'a jamais fui le pays parce que sa vie était menacée. Sa résidence a été attaquée et son garde de corps a perdu la vie. D'abord, avant ces événements, sous la transition militaire, d'abord, avant ces événements, sous la présence du président Bédié, alors qu'il était à l'étranger, ils ont ouvert une information judiciaire sur lui, au faux usage de faux, nationalité, tout ce que... Et puis ensuite, la justice ivoirienne a décerné un mandat d'arrêt international contre lui. Donc ces événements se sont déroulés pour le laisser à l'étranger. Il n'était pas en Côte d'Ivoire. Donc ça, on ne peut pas considérer ça qu'il a fui le pays. Ça, c'est un. Deuxièmement, là où vous dites, est-ce qu'il a une fois fui le pays parce qu'on l'a... Non, il n'a pas fui le pays. Ça, quand il y a eu le coup d'État en 2002, sa résidence a été attaquée. Voilà. Ils ont même tué son garde de corps, le capitaine Dosso, voilà, qui était son aide de camp. Voilà. Et donc, il a d'abord escaladé la clôture pour sauver sa vie, pour se retrouver à la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne, et il a été exfiltré pour être envoyé à l'ambassade de France ici en Côte d'Ivoire. Et donc, à partir de ce moment, ils l'ont infiltré pour le faire sortir du pays.
Donc ce n'est pas ce qu'on appelle fuir un pays. Fuir un pays, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu apprends qu'il y a un mandat ou un projet d'arrestation et puis tu quittes le pays. Mais dans son cas, on ne peut pas considérer qu'il a fui le pays. Parce qu'il y avait un danger imminent, un danger direct sur sa vie. Et donc, ce n'est pas lui qui fuit. Ce sont les services de l'ambassade de France, donc à travers l'armée française, qui viennent pour l'exfiltrer, pour protéger sa vie. Donc, il ne faut pas confondre ça avec ce qu'on appelle quelqu'un a fui un pays. Voilà. Voilà un peu ce que je peux répondre sur cette question. Donc, on va revenir sur la question de Awa Domiro. Et l'histoire finit toujours par nous donner raison. Et moi, je suis content aujourd'hui que Awa Domiro, qui est un intellectuel hors pair, voilà. Et je pense, j'ai une pensée pour Philippe Mangou, quand les gens disaient ici qu'il avait traité. Philippe Mangou a dit, c'est pas quelqu'un qui a payé ses études. Gbagbo l'a nommé comme chef d'état-major parce qu'il était fonctionnaire. Voilà, il était dans l'armée. Il a subi une formation militaire, puis il avait le qualificatif, la qualité pour devenir chef d'état-major. Et donc, quand je vois des intellectuels aujourd'hui qui ferment les gueules, et c'est comme ça qu'on doit faire. On doit dire, les intellectuels ferment les gueules. Ils ont peur de parler. Or, le pays passe avant tout. Parce qu'il y a des précédents. La crise post-électorale de 2010, plus de 3000 morts. Les mêmes intellectuels ont fermé les gueules. Ont soutenu la bêtise. En 2000, les mêmes intellectuels ont fermé les gueules. Et c'est pour ça aujourd'hui les réseaux sociaux ont pris le pouvoir. N'importe qui prend la parole. N'importe qui a la visibilité. Donc ça fait que les intellectuels même se cherchent. Parce que nous sommes à un tournant décisif encore de notre histoire. Le troisième du genre. C'est-à-dire après les événements de 99 à 2000 jusqu'en 2002. 2002 qui a consacré la partition du pays, donc la plus grave crise que la Côte d'Ivoire a connue. En 2010 encore, on est en train de nier l'histoire. On est en train de nier l'histoire et on est en train de renier nos engagements. Nous sommes encore à la case départ. Il y en a qui diront, est-ce que vous voulez dire que ceux qui ont été exclus devaient laisser tomber alors que c'est le régime qui les exclut? Ok? Moi, ici, j'interpelle ici la mémoire collective. Ce n'est pas un camp que je parle. Moi, je parle à la Côte d'Ivoire. Et je parle à tous ces intellectuels. C'est ça aussi leur responsabilité. En temps normal, ce n'est pas nous les autodidactes là, qui devrions les faire des propositions, qui devrions leur donner des orientations, qui devrions les dire ce qu'il faut faire dans une période aussi critique de notre histoire. N'oubliez pas que la dernière crise de 2020 là, a fait encore des morts dans ce pays. Voilà. Et donc, est-ce qu'on est intellectuel? Est-ce qu'on est cohérent? Est-ce qu'on est fier d'être citoyen ivoirien et qu'on est intellectuel? Est-ce qu'on est digne d'être ivoirien et d'avoir des backgrounds, d'avoir des diplômes? Ok? Si on doit fermer sa gueule quand le pays est menacé. Ok? Est-ce qu'on doit fermer sa gueule? Et tous ceux qui ferment la gueule, nous on doit leur dire qu'ils ont fermé la gueule. Voilà. Tous ceux qui ferment la gueule, qui ont décidé de faire le choix de la duplicité et de la niaiserie des faits historiques, on doit les appeler leur gueule. Ils ont fermé leur gueule. Et c'est dommage. Voilà, je préfère employer la cruauté des mots pour que les gens puissent quand même être choqués à l'effet de mesurer le degré et le niveau de la responsabilité.
Voilà. Et le niveau de la responsabilité. Et donc, c'est quand même important. Faut pas. Donc, Awa Domelo vient ici de franchir un pas. Il vient ici de rentrer dans l'histoire. Parce qu'il vient de démontrer qu'il n'y a pas de fidélité à vie à un homme. On est fidèle à une idéologie, à des valeurs et à des principes. Voilà, nous qui parlons aujourd'hui là, c'est parce que nous sommes fidèles à des principes, à des valeurs. Et c'est ça qui nous amène aujourd'hui à parler. Je le disais hier à quelqu'un. J'ai dit, nous là, on doit parler. Parce que si on ne parle pas, alors qu'on a la voix pour parler, alors qu'on a la bouche pour parler, alors que nous avons la légitimité pour parler, l'histoire retiendra que nous avons été des lâches devant l'histoire. Et nous aurons aussi notre part de responsabilité dans l'histoire. C'est-à-dire quand il y aura des conséquences négatives, des conséquences néfastes. Aujourd'hui, j'ai fait le tour de certains panels. J'ai vu un peu comment les discussions tranchées. Certains même sont en plein recrutement sur les réseaux sociaux, que je considère même comme état de la comédie. Parce que quelqu'un qui veut aller à l'affrontement, il n'a pas besoin de venir exposer sa stratégie sur les réseaux sociaux. Celui qui le fait, c'est un amuseur public. Et il n'en demeure pas moins que le danger pour le pays est imminent. Voilà, certes, les autorités prendraient leurs responsabilités, assureront leurs responsabilités historiques, ok, en toute souveraineté, mais il nous appartient, nous, en tant qu'influenceurs, ayant de la voix, d'interpeller la conscience intellectuelle ivoirienne. Parce que c'est important. Et Awa Domelo vient de poser un pas important, un pas historique. Voilà, c'est un message qui donne. Et c'est le lieu pour moi de féliciter l'hôte même du panel, Dr Lucas, qui est lui-même candidat déclaré à cette élection. Donc nous ne pouvons que encourager. Vous avez vu tout le bruit qui a entouré sa candidature. Voilà, tout le programme, tout le matraquage médiatique que les gens ont voulu faire, tout le discrédit que les gens ont voulu organiser. Voilà, certaines personnes ont pensé à un moment donné que moi, quand je suis ami avec toi, c'est que je ne suis pas ami à ta personne. Je suis ami aux valeurs que tu portes. Je suis ami aux principes. Sinon, je ne fais plus confiance aux hommes. On m'a fait venir une publication d'Assalé Timoko aujourd'hui. Je ne sais pas si Dr Lucas a vu, ou si certains d'entre vous ont vu. Voilà, et dans lequel il dit que être intègre dans ce pays-là, il ne savait pas que c'était devenu un problème. Être droit et intègre, il ne savait pas que c'était devenu un problème. Parce que moi, je sais que toute alliance basée sur l'hypocrisie là, finira par s'écrouler comme un château de cartes. Alors, nous sommes devant l'histoire. Nous sommes devant l'histoire. Et notre responsabilité, c'est d'assumer notre part dans l'histoire. C'est ce que je disais à quelques jours. J'ai dit, moi là, j'ai plus d'expérience que toutes ces personnes qui parlent mal de nous. Moi, j'ai vécu. C'est comme si Dr Lucas était riche et puis on était ensemble. Et puis après, on dit, bon, il n'a plus de l'argent. Après, il n'a rien fait pour moi, il ne m'a pas aidé. Et après, on dit, bon, on m'appelle, Parigo, Dr Lucas est devenu riche encore. Est-ce que je vais pleurer pour ça? Est-ce que je vais chanter? Est-ce que je vais danser? Parce que Dr Lucas est devenu est riche. Parce que la première expérience, là, je l'ai vu devenir. Maintenant, s'il vient faire quelque chose pour moi, là, en tout cas, je ne suis pas surpris, mais je ne vais pas danser pour dire, voilà ce qu'il est devenu. Donc, c'est pourquoi je présente les personnalités pour dire, voilà, de telle période à telle période, j'étais là. Moi, j'ai été de tous les combats. Voilà. Tant qu'il aura le combat de la force de l'argument, moi, je serai présent. Mais tant qu'il aura le combat de la violence verbale, de la violence physique, je serai abonné absent. Donc, Awa Domelo trace les signaux ici de l'avenir. Il démontre, parce que nous sommes dans un système aujourd'hui où il y a une prise en otage de notre environnement politique, de notre espace d'expression politique ou citoyenne.
Certains, souvent même, se radicalisent parce qu'il y a des gens qui vont les appeler pour leur dire, regardez les parigots là, on ne comprend rien, vous avez mené tout le combat, ça dit, on arrive à la fin, dans quelques mois, le gars là, il va tomber, et puis c'est en ce moment-là, vous décidez de quitter le combat. Non, non, moi là, je vais vous dire, je ne suis pas dans le combat pour marcher sur mes principes. C'est-à-dire, si Parigo doit faire encore 10 ans d'exil, ok, sur la vérité là, je suis prêt à assumer ma part de responsabilité, mais je vais dire ma part de vérité, je n'irai pas contre mes valeurs, je n'irai pas contre mes principes. Et même, c'est la plus grave erreur. Les gens vous blaguent. Quand ils vous parlent là, ils vous appellent. Ok? Ceux qui m'attaquent là, je sais que les paroles que vous dites là, ça ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de vous. Même j'étais en live, on m'a dit, oui, Amiral a fait live sur toi, il a affiché ta photo. Amiral dit que Parigo n'est plus dans le combat, voilà, voilà. Est-ce que vous m'avez vu répondre? J'ai dit, moi, je ne réponds pas. Parce que moi, mon affaire avec Amiral, là, mon affaire avec son projet de réconciliation, là, c'était public. Est-ce que Parigo a besoin de vous expliquer ce qui s'est passé? Non, moi, je reste concentré sur l'essentiel. Parce que je ne vais pas aller dans tous les sens, parce que je sais quel est l'objectif recherché. L'objectif recherché est de nous mettre en clash. Le moment où nous sommes en clash, ils vont dire, voilà, on vous a dit, non, Parigo, il s'entend avec personne. Même hier, voilà, il était avec Sissi, lui et puis Sissi, ils ne s'entendent plus. Et moi, toutes les personnes, vous allez voir qu'on va se mettre ensemble. Si vous voyez, moi, souvent, j'écris, je me fâche, je dis des trucs, c'est parce que je suis sincère dans mon cœur. Je n'ai pas appris à être sournois. Je n'ai pas appris l'hypocrisie. Et dans une relation, dans une amitié, là, je ne vais pas te prendre en otage et je ne vais jamais accepter aussi là, que tu me prennes en otage. Si on doit se mettre ensemble, tu respectes mes principes et je respecte les tiens. C'est comme ça évolue. Et pour moi, la vie, c'est le principe de la réciprocité. Tu me salues avec ta main droite, je te salue avec ma main droite. Tu me salues avec la main gauche, je te salue avec la main droite. Tu me frappes, je te frappe. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu insultes mon père, j'insulte ton père. Et ça, c'est un principe immuable, universel. La seule manière de faire en sorte que les gens puissent te respecter, il faut te faire respecter par tes valeurs, par les valeurs que tu portes. Une fois que tu transiges sur tes valeurs, tu n'es plus un homme. Parce que c'est ça qui fait la différence entre nous et les animaux. Hein. Vous allez trouver des individus. Vous allez trouver des individus. Vous allez trouver des individus. Personne ne les respecte. Parce qu'ils ont transigé avec leurs valeurs. Et moi, je ne transige pas avec mes valeurs. C'est pourquoi je n'aime pas comploter même avec les gens. Alors, j'aime pas. Pour ne pas être pris de main à partie. Le jour tu touches à mes valeurs, je vais te rappeler pour te dire ça là, c'est une limite à ne pas franchir. Et je pense que certaines personnes l'ont compris. Ceux qui avaient pensé que c'est eux qui me faisaient, en termes de visibilité, ont compris que c'est plutôt nous qui faisons leur visibilité. On n'est rien sans le peuple, on n'est rien sans les autres. Même le plus petit, qui n'a pas de visibilité, mérite d'être respecté. Et plus vous les respectez, plus le public vous respectera. Voilà. Pour moi, c'est comme ça. Et donc, l'action héroïque nationale, démocratique de Awa Dom Melo est la preuve que eux-mêmes les ont tiré des conséquences que cette génération-là doit se boucler avec Adou. Quand moi je dis ça là, il y a des gens, ils ne peuvent pas comprendre le niveau de langage. Même la dernière fois quand j'ai dit j'irai prendre toute ma place, j'irai me greffer quelque part. Mais les gens ont vite fait de voir RADP. Ok? Mais moi, tout ça là, ça peut être des options pour moi. Je suis dans la République. Ma place dans la République là, non seulement c'est à moi de la prendre, mais je dois la mériter. Je dois la mériter. Non seulement ma place, je dois la prendre,
Mais je dois mériter ma place aussi dans la société. Personne ne viendra me donner ma place. Voilà, moi j'ai structuré des gens, j'ai coaché des gens. Mais eux, c'est ma place qu'ils voulaient. Certains en ont profité, certains en ont appris à leurs dépens. Et ça, c'est des responsabilités historiques. Voilà, ça, c'est des responsabilités historiques. Donc, moi, ce que je peux dire, bravo à tous les candidats, tous ceux qui aspirent à participer à ces élections-là. Parce que j'estime qu'il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de feu à la demeure, et puis il n'y a rien sur les tropiques. Donc, Awa Domelo a toute sa chance en allant à cette élection, voilà, de représenter cette opposition, en tout cas, qui propose. Cette opposition également qui ose. Voilà ce que je tenais à vous dire, et puis je vous remercie. Merci, Président. Merci beaucoup, Président Parigo. Amari Jim, vas-y, après ça sera G. Khalil, et puis après Boloy. Amari Jim, vas-y pour tes 5 minutes. On va au pas de course. Ok, merci beaucoup. Alors, j'ai écouté ce que l'intervenant, je crois que c'est le président, a dit auparavant. Moi, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire sur la candidature de Domelo. Je trouve que c'est vraiment quand même assez bizarre que les gens essaient de dire que voilà, ce n'est pas quelque chose sur lequel on devrait s'attarder. Je trouve ça vraiment bizarre. Parce que ça fait bientôt, probablement le 3e panel sur lequel je suis venu et j'ai écouté un peu les gens qui sont en train de parler sur ce sujet-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi autant d'attention sur une telle candidature? J'avais déjà dit que l'individu qui était juste à côté de moi, qui est descendu un peu plus tôt, il avait admis le fait que, effectivement, une telle candidature, c'était comme un atout pour vous. C'était comme si on attaquait un peu, il y avait une division dans l'opposition. Le fait qu'Awa Domelo vienne et se positionne comme un potentiel candidat, ça donnait une certaine force, disons, au RDR. Mais il ne faut pas, comment dire, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Moi, je commence à me poser des questions, mais je ne veux pas aller trop vite en besogne pour ce qui est, pourquoi est-ce que M. Awa Domelo va décider comme ça d'annoncer sa candidature. Parce que si tu fais partie, si tu es dans un parti, ok, je me dis que c'est soit tu es le candidat officiel du parti, mais si tu n'es pas le candidat officiel du parti, tu es candidat en tant que quoi? Je sais pas. Indépendant? Parce que c'est ça la véritable question. Il est candidat en tant que quoi? Quoi? Pour le PPACI ou alors il est candidat indépendant? Voilà. Et donc, moi, la question que je me pose, est-ce qu'on n'est pas en train de faire lui encore une manipulation? Mais je ne veux pas aller trop vite en besogne. Je ne veux pas aller trop vite en besogne parce que, vous savez, hein, les hommes, on ne connaît pas les hommes. Un jour, il peut être avec toi et l'autre jour, il peut être la véritable personne qui va te poignarder. Et dans ce pays-là, on en a vu. Et d'ailleurs, ça me ramène encore à la petite parenthèse que j'avais faite à la fin de mon discours précédent, lorsque je me suis attaqué aux soroïstes. Et je l'ai écrit. Et j'ai dit, et j'assume, qu'il n'y a pas plus hypocrite que les soroïstes. Il n'y a pas plus hypocrite que les soroïstes. Pour ce qui est de ce Awa Domelo, comme l'intervenant précédent l'a si bien mentionné, c'est une personne... Vous pouvez répéter, je voudrais enregistrer vos propos. Oui, il n'y a pas plus hypocrite que les soroïstes. Il n'y a pas plus hypocrite. Parce que je n'arrive pas à comprendre que... Je vais te donner les raisons pour lesquelles je dis ça. Je n'arrive pas à comprendre qu'une personne comme Soro Guillaume se permette de venir foutre la chienlit dans ce pays-là sous des arguments farfelus, ok?
Une fois déjà en 2002, il rétrograde ce pays-là pendant combien d'années? Lui et sa clique. On arrive finalement en 2010. On est sur le bord de la sortie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait une rébellote. Foutre encore ce pays dans un bordel où officiellement il y a 3000 personnes qui sont mortes. Mais on sait qu'il y a plus que ça. Il y a bien plus que ça. Et après, combien d'années après, c'est là qu'il se rend compte qu'il a fait le Allons à pacte avec le 100 diable. rapidement, tapotez, sinon je vais couper les commentaires. Tapotez, sinon je coupe les commentaires. 1800 personnes, vous tapotez pas, je vais couper les commentaires. Il se rend compte qu'il a fait le pacte avec le diable. Mais toute personne qui suit un tel individu, je dis, c'est un hypocrite. Parce que ça lui a pris combien de temps pour se rendre compte que la personne avec qui il s'est mise là allait envoyer le pays directement dans du grand n'importe quoi. Regardez dans quoi est-ce qu'on est aujourd'hui. Les choses aujourd'hui qu'il disait, qu'il combattait là, c'est dans ça on est. Un fils du pays ne peut pas venir se présenter en tant que, comment dire, candidat. Et il y a des personnes ici qui vont essayer de trouver des excuses. Je dis, c'est pas trop loin. Octobre n'est pas loin. J'ai fini mon temps de parole, je vais pas monopoliser. Octobre n'est pas loin. Heureusement que ceux qui l'ont supporté et qui l'ont mis, parce que c'est une vérité, hein, ceux qui l'ont supporté et qui l'ont mis, qui l'ont positionné en tant que président en Côte d'Ivoire ne sont plus avec lui. Donc Tchoko Nantchaka, il ne sera pas là. C'est ça qui est la vérité. Merci. Président, je voudrais intervenir à la suite de ce que le monsieur vient de dire. 2 minutes après, c'est GKL. Ok. D'abord, moi, je ne vais pas répondre concernant ce qu'il a dit concernant le président Guillaume Soro. Voilà. Voilà, je ne vais pas répondre. Mais le diable, c'est qui? C'est le président Alassane Ouattara. C'est des propos que vous tenez. Est-ce que quand vous vous entendez, monsieur, vous êtes sérieux avec ces propos? Vous ne connaissez pas le diable? Vous ne connaissez pas qui n'a pas reconnu sa défaite en 2010? Vous ne reconnaissez pas qui a conduit ce pays en guerre et qui a engendré 3000 morts? Vous ne connaissez pas? En fait, souvent, quand on vous écoute, on a l'impression que nous ne sommes pas sur la même planète. C'est pourquoi moi, je dis, moi, Parigo, moi, je ne suis pas un hypocrite. Voilà, c'est pourquoi j'ai voulu vous enregistrer et je vais publier sur ma page pour que le monde entier entende vos propos. Parce que ceux qui n'ont pas encore compris, qui sont en train de s'aligner, ok? Je ne vais pas dire le diable, par respect pour les gens qui nous suivent, et par respect pour la fonction que la personne a incarnée par le passé, et cette pudeur que vous n'avez pas, parce que vous êtes tellement obnubilé par la haine, vous ne vous remettez jamais en cause. Nous sommes des parents de victimes. Nous, personne ne va nous narguer dans ce pays. Moi, hier, j'ai un ami qui me disait hier, mais président, c'est toi qui m'avais convaincu du leadership du président Laurent Gbagbo et que c'était possible qu'on puisse se rassembler dans une unité d'action de l'opposition. Mais depuis que tu t'exprimes encore depuis quelques jours pour déconstruire la même communication, je suis encore convaincu une fois que le président Laurent Gbagbo ne peut pas être une alternative pour la Côte d'Ivoire. Parce que ici, j'ai argumenté. On pardonne à celui qui regrette d'avoir posé un acte. On pardonne à celui qui a pardonné. On pardonne à celui qui sait que dans sa gouvernance, qu'il a fait du tort aux gens. On pardonne à quelqu'un qui sait pardonner. Mais quand on écoute aujourd'hui votre discours, on écoute aujourd'hui votre antagonisme, je suis curieux qu'en octobre, là, le monde que vous allez réinventer, c'est-à-dire le nouveau monde que vous allez créer là, que octobre 2025 arrive, qu'on puisse voir. Parce que nous, c'est après 2025, octobre 2025 là, qu'on va parler. C'est-à-dire on attend comment vous allez réinventer le monde là. On attend. Est-ce que vous comprenez?
Moi, je ne vais pas m'exprimer comme de la manière que vous venez de faire par respect, non seulement pour ceux qui nous suivent, pour la mémoire collective et par respect pour la fonction que la personne a eu à incarner. Je m'arrête là. Merci. Merci, Président. Oui, j'ai Kyle. J'ai Khalil. Bonsoir. Vas-y, c'est ton temps de parole. Bonsoir. Vas-y. J'ai c'est Général Khalil. Général Khalil. Général Khalil, vas-y. Voilà. Donc, bonsoir à toi, bonsoir à tout le monde. Tout ce temps que vous êtes, je salue tout le monde. Président Parigo, tout le monde, effectivement. Toi-même d'abord, Président Lucas. J'ai vu tout à l'heure Fils d'une dame, mais je n'ai pas pu ouvrir mon micro pour lui dire bonsoir. Donc, à vous tous, autant que vous êtes, je vous salue. D'abord, quelques précisions pour le jeune frère qui parlait tout à l'heure, Silko. Il a l'air vraiment dégourdi, mais il n'a pas peut-être des informations quoi, pour l'instant. Ça veut dire que je lui fais un bref historique pour lui expliquer en fait, parce qu'il a lié plus ou moins la situation de Tidiane Thiam à Hassan Ouattara. Ça va pareil. Merci encore à Président Parigo pour les explications, mais je vais d'abord faire une précision. C'est que M. Ouattara est revenu en Côte d'Ivoire ici en 1994. Les journaux de notre voix ont couvert l'événement. Tout à l'heure, je vais sortir en fait la date de parution et d'ailleurs le numéro de notre voix qui avait couvert effectivement l'événement. Ces militants ont été gazés ici en fait. Voilà. Ces proches ont été gazés en Côte d'Ivoire ici, vers Port-Boué. Certainement que M. Siliko était peut-être trop jeune, ou peut-être même étant jeune, il n'a pas pu se documenter. Donc c'est différent de M. Tidiane Thiam, c'est différent. Mais pour ceux qui sont là, pour qu'ils puissent aller chercher également aussi, il faut dire que lorsqu'en avril 1994, le PDCA a déjà fait son congrès, le mois qui suit, vous allez le mois de mai 1994, Yannick Kobena fait une lettre ouverte aux militants du PDCA. Mais en juin, vous avez, le 27 juin précisément, si mes souvenirs sont bons, vous avez la date de dépôt des statuts du RDR. Ensuite, en juillet, à peu près, l'information qui sort, c'est que M. Ouattara est nommé DGA du FMI. DGA au FMI. Voilà. Avec la bénédiction du président Nicolas Bédier, lui-même en parle effectivement dans Les Chemins de ma vie, un livre qu'il a fait sortir en 1999. Donc je pense que si vous êtes militant du PCRDA, certainement que ce bréviaire, là, vous devez l'avoir au moins, je pense. Donc c'est tellement différent de M. Tidiane Thiam. Hassan Ouattara, quand il est hors du pays, il vient en Côte d'Ivoire quand il y a des crises. La crise, effectivement, de 89 à 93, donc on lui fait appel, il vient. Donc, contrairement à M. Tidiane Thiam, lui, quand il y a des crises, il s'en va. Donc, c'est pas pareil, en fait, c'est pas pareil. Voilà. Donc, cette précision étant faite, je vais revenir rapidement sur la thématique, c'est vrai. J'ai écouté un peu tout à l'heure, là. Eh bien, en temps normal, je ne suis pas directement concerné par l'événement, hein, parce que je suis militant du RHDP, donc voilà. C'est une cuisine qui est interne au PPACI. Mais comme ce parti a vocation, ou du moins, en tant que briguer, n'est-ce pas, le suffrage universel, et donc ce qui concerne le RHDP, le PPACI, le PDCI, d'autres partis politiques, là, pourrait concerner effectivement les Ivoiriens. Donc en tant qu'Ivoirien, je veux peut-être m'exprimer là-dessus. Pour dire, d'aventure, d'ordinaire, c'est toujours de bonne guerre que les Ivoiriens et les Ivoiriennes. J'espère qu'il y aura beaucoup de femmes candidates effectivement pour octobre 2025. Donc c'est toujours avec satisfaction, hein, que moi j'accueille les candidatures. Voilà. Que l'on veuille te voter ou pas voter, mais le fait qu'une femme, un homme, décide de briguer, n'est-ce pas, un suffrage universel, ça veut dire qu'il estime être suffisamment pénétré de compétences, de savoir-faire, d'expérience à partager, n'est-ce pas, 30 millions d'habitants. Donc ce courage déjà je le salue. Maintenant, voilà, on fera le débat au moins opportun. C'est-à-dire un débat non pas de personnes, mais un débat de programmes et de projets. Voilà, donc ça viendra. Pour la forme, bon, c'est un peu désolant, un peu ce que l'on constate au PPACI. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, la dernière fois ici avec Lucas, on avait joué à plus ou moins d'interviews de M. Dombello avec Ali Diarasouba sans réserve. Et donc, il y avait plus ou moins des points d'enseignement à en tirer. Mais le problème qui s'est passé, c'est que il y a une lettre qui, effectivement, qui avait fuité dans la presse.
Et donc le parti PPACI s'était vite précipité, n'est-ce pas, pour dire que nullement, effectivement, nullement, ils avaient connaissance, n'est-ce pas, d'un tel contenu, et qu'un courrier n'avait pas été enregistré, et tout. Bon, c'est vrai qu'avec du recul, est-ce que ce commentaire a été faux? On pourrait dire non, parce qu'ils ont joué sur le mot. Parce que Dombelou après va le confirmer après, via son secrétariat qui a fait un communiqué de 3 pages après. Effectivement, Dombelou n'a pas envoyé un courrier, une missive, effectivement. Voilà, je veux dire, un mouvement épistolaire, effectivement, à Laurent Gbagbo directement. C'est pas ça. Donc, ils ont joué dans leur communiqué sur la forme, niant le fond. Le fond, c'était de dire qu'un militant du PPACI, vice-président de son État, avait soulevé de l'encre, effectivement, et avait envoyé une note, un message à son camarade président. Et voilà l'essentiel. Il avait demandé, entre autres choses, des candidatures de précaution. Donc voilà, c'est l'essentiel. Mais le parti des peuples africains avait décidé de noyer le poisson. D'abord, en refutant la forme et le fond, pour dire qu'ils n'avaient connaissance d'aucune chose. Deuxièmement, ils avaient aussi, j'allais dire, accusé des chefs le RHDP. Ce qui veut dire quoi? Ça amène un commentaire politique. Quand quelqu'un écrit à Laurent Gbagbo et que toi tu dis que tu n'as rien réussi comme message, ni dans la forme ni dans le fond, mais dans le même courrier où tu dis ça, où tu refutes cet élément, tu accuses le RHDP de vouloir faire des choses, ça veut dire que si le courrier est vrai, et il est vrai finalement, tu accuses celui qui en est l'auteur d'être proche du RHDP, de faire le jeu du RHDP, d'être un envoyé du RHDP. Beaucoup ne font pas ce commentaire là en réalité, mais voilà le lien qu'il faut faire politiquement. Donc on tente d'abattre effectivement le monsieur de l'intérieur. Donc ça s'est passé. Il a, donc via RFI, il a confirmé que non, il a bel et bien envoyé un document à Laurent Gbagbo. Ça a mis fin à toutes les supputations. Après cela, effectivement, il s'est senti obligé de faire une précision via son cabinet, qui a dit qui a plus ou moins explicité les conditions dans lesquelles il avait eu à émettre une telle idée. Il a dit qu'il a donné un document au camarade président. Il marque d'ailleurs son étonnement du fait que cette missive se soit retrouvée sur la place publique. La fuite vient de qui? De lui ou de ses camarades? Qui dans les deux groupes a intérêt à ce que ce soit public? La question reste posée. Je n'ai pas une boule de cristal, mais on pourra analyser plus tard, hein, si vous voulez. Mais ce qu'on retient fondamentalement, c'est que on a voulu éluder un problème réel, qui est le problème de savoir est-ce que le PPACI ira à tue-tête, tête baissée, contre le mur. La question reste posée encore une fois, et je n'ai pas vocation, encore moins, une quelconque légitimité pour répondre à cette question cruciale. Il revient aux militants du PPACI, aux sympathisants du PPACI d'y répondre. Est-ce que Dombello a les tripes nécessaires à leurs yeux pour briguer, n'est-ce pas, ce suffrage-là? Ou est-ce que le PPACI, en dehors de Dombello, devrait avoir une précaution? Bon, à mon avis sur la question ne paraît pas être objectif, clairement. Donc pour l'instant, je me garde, n'est-ce pas, de répondre à cette question-là. Mais ce que je retiens pour terminer, c'est que après, n'est-ce pas, ces échanges épistolaires-là, il y a eu une levée de bouclier, hein. Politiquement, quand les gens qui vous soutiennent, quand les gens dans le même parti que vous, en tant que vice-président, disent que votre idée est belle, ils en appellent effectivement à une réunion, n'est-ce pas, dans les hautes instances. Quand ceux-là sont décimés, quand les têtes tombent dans votre entourage, ça veut dire qu'ils ont décidé de faire de vous, je vais dire, le bouc émissaire, cette victime sacrificielle-là, effectivement, sur l'autel de leurs ambitions. Donc il est clair qu'il a pris les devants. En tout cas, si l'information est confirmée, parce que, effectivement, l'informateur m'a confirmé l'information. Donc, ça veut dire qu'il a pris les devants. Il sait que il va tout droit dans l'abattoir. En tout cas, s'il reste silencieux et dans le même parti que... Maintenant, est-ce qu'il veut dire qu'il ira en indépendant? Ou bien, il veut susciter, en fait, il veut dire le débat en interne? C'est encore trop tôt pour le dire. Pour l'instant, on observe. Donc, bravo à lui, finalement. Bravo à lui pour ce courage-là. Et il a le mérite de vouloir faire exister le débat au sein des informations politiques. Pour l'instant, c'est à chaud. Voilà ce que je pourrais dire, frère Lucas à chaud, pour cette question-là. Merci, désolé. Je dois me réveiller à 4 h du matin pour aller faire un coulis pour un camarade, il s'est président Parigo.
Désolé, si je laisse mon téléphone, c'est pas bon. On se donne rendez-vous demain. Je vais faire un live plus tôt. J'ai fait un live plus tôt. Désolé aux 1500 personnes. Désolé. En tout cas, bonne soirée à vous. Boloy, demain, dès que je lance, je te partage pour que tu viennes. Et puis, on va faire le live. Mon téléphone est déjà déchargé. Personne ne vient. En plus, c'est mon parti. Demain. Ok, à demain. À demain. Président Parigo, bonne soirée. Il n'y a pas de souci. À demain. Allez, bonne nuit. Suite à l'écoute des échanges, partage ton opinion dans les commentaires.